Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. La salle d'audience sentait le vieux bois et les promesses rompues. Ethan Carter était assis, parfaitement immobile, les mains jointes sur la table vernie. Il regardait la femme en face de lui, celle qui avait été la sienne, apposer sa signature au bas de la dernière page. Le crissement du stylo sur le papier semblait plus fort qu'il n'aurait dû, plus fort que l'horloge murale, plus fort que les battements de son propre cœur, plus fort que les conversations chuchotées des autres couples attendant leur tour pour mettre légalement fin à ce qu'ils s'étaient autrefois promis de faire durer pour toujours. Elle ne le regarda pas une seule fois. Sa main tremblait légèrement pendant qu'elle écrivait. Il pouvait le voir, la façon dont ses doigts serraient le stylo trop fort, la façon dont elle devait stabiliser son poignet avec son autre main, comme elle l'avait toujours fait quand elle essayait de ne pas pleurer. Quand elle eut terminé, elle fit glisser les papiers sur la table vers lui, et le bruit qu'ils firent sur le bois était celui d'une agonie, comme le dernier souffle s'échappant d'un corps. C'était lui qui l'avait demandé, qui avait insisté, qui avait clairement dit que leur mariage était terminé. Et maintenant, ils en étaient là. Ethan saisit le stylo avant qu'elle ne puisse changer d'avis, avant qu'elle ne puisse dire quelque chose qui pourrait lui faire douter de cette décision dont il avait passé des mois à se convaincre qu'elle était la bonne. Cette décision qu'il se répétait être nécessaire, qu'il ne pouvait pas aller de l'avant en traînant le poids d'un mariage raté derrière lui. Il signa rapidement, d'un geste décidé, comme s'il arrachait un pansement. L'encre pénétra le papier. Et voilà, c'était fini. Toutes ces années, toutes ces promesses, toutes ces conversations tardives sur l'avenir qu'ils construiraient ensemble, les enfants dont ils avaient parlé, les rêves qu'ils avaient partagés. Réduits à 2 signatures sur un document légal qui serait classé dans un bureau gouvernemental quelconque et oublié. Elle se leva immédiatement, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, avant qu'il ne puisse offrir quelque vaine assurance qu'ils s'en sortiraient mieux tous les deux, que c'était la bonne décision. La chaise racla le sol. Elle attrapa son sac à main, les mains tremblantes. « Attends » s'entendit-il dire. Elle s'arrêta, la main sur la poignée de la porte, le dos tourné. Il pouvait voir ses épaules se soulever et s'abaisser dans une profonde inspiration, comme si elle reprenait des forces. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, dit-elle doucement. Ni colère, ni amertume. Juste de la tristesse, de l'épuisement. » Puis elle ouvrit la porte et sortit. Le bruit de ses pas s'estompa dans le couloir. Ethan resta assis là, fixant l'embrasure vide. La porte se referma lentement dans un léger sifflement. Définitif, absolu. L'avocat, un homme mince nommé Harper, avec des lunettes cerclées de métal et un visage qui avait vu trop de faim, se racla la gorge. « Monsieur Carter, les documents seront finalisés d'ici quelques semaines. Vous recevrez. » Je sais, le coupa Ethan. Il ne voulait pas entendre les détails, ne voulait pas penser à la suite. Il rassembla les papiers et sortit dans le couloir. Le palais de justice était plein de monde. Des avocats en costume cher, des familles attendant leur tour, des enfants courant entre les bancs. Mais Ethan se sentait complètement déconnecté de tout cela. Il prit les escaliers, il avait besoin de bouger, il avait besoin que l'acte physique de descendre corresponde à ce qu'il ressentait à l'intérieur. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Juste un crachin régulier qui donnait à tout un air gris et délavé. Ethan marcha jusqu'à sa voiture et s'assit au volant, les papiers signés sur les genoux. Il l'avait fait. Il était libre. Alors pourquoi avait-il l'impression qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie? Son téléphone vibra. « C'est fait » dit son ami, la voix vive, enthousiaste. « Ouais » dit Ethan. « C'est fait. » Bien. C'est bien. Maintenant, tu vas enfin pouvoir te concentrer sur ce qui compte. Ethan regarda les papiers du divorce, sa signature, la preuve qu'il avait abandonné la seule personne qu'il ait jamais vraiment connue. Bien sûr, dit-il. Écoute, on fête ça ce soir. Aux Pantouzes. Et amène cette concentration avec toi. Laisse-le passer là où il doit être. Il est temps d'aller de l'avant. Son ami raccrocha. Ethan resta assis là, tenant le téléphone, fixant la pluie qui glissait sur le pare-brise. Le bon choix. Il s'était répété cela pendant des mois, qu'il ne pouvait pas construire l'avenir qu'il voulait en étant lié à un mariage qui ne fonctionnait pas. Que l'amour ne suffisait pas quand tout le reste s'effondrait.
Que partir était la chose la plus mature à faire. Mais alors qu'il était assis dans sa voiture, regardant les gens se précipiter sous la pluie avec des parapluies et des mallettes, il ne parvenait pas à chasser l'image de sa main tremblante signant les papiers, la façon dont elle s'était efforcée de garder contenance, la façon dont elle lui avait souhaité le meilleur, alors même que c'était lui qui partait. Il démarra le moteur et quitta le parking. Il ne savait pas où il allait. Juste loin. Loin du palais de justice et des papiers, et de ce choix sur lequel il ne pouvait pas revenir. La ville s'étendait devant lui, grise et sans fin. Et quelque part dedans, sa femme, son ex-femme, commençait une vie sans lui. Parce qu'il le lui avait dit. Parce qu'il avait décidé qu'elle le retenait. Parce qu'il avait été si sûr de savoir ce qu'il voulait. La pluie continuait de tomber, et Ethan continuait de conduire, laissant tout derrière lui, mais emportant quand même tout ce poids avec lui. Chapitre 2, pièce vide. La solitude ne s'annonce pas. Elle s'installe discrètement, une heure vide à la fois. L'appartement était plus petit que ce à quoi elle s'attendait. Une seule pièce avec une kitchenette nichée dans le coin et une salle de bain où tenait à peine une douche. Les fenêtres vibraient quand le vent se levait, un tremblement constant qui donnait à tout l'endroit un air instable. Elle posa le dernier carton et regarda sa nouvelle vie. Cela ne ressemblait pas à grand-chose. Les murs étaient nus, à l'exception d'une tache d'humidité dans le coin qui ressemblait à la carte d'un endroit où elle n'était jamais allée. La moquette était usée par endroits. Le locataire précédent avait laissé une plante mourante sur le rebord de la fenêtre, une chose chétive aux feuilles brunes qu'elle n'eut pas le cœur de jeter. Elle s'assit par terre, le dos contre le mur, et écouta le couple d'accents graves côté. Ils riaient de quelque chose. Elle pouvait les entendre à travers les murs fins, leur voix vive et facile, comme la sienne l'était autrefois, comme la leur l'était, à elle et Ethan, avant qu'il ne décide qu'elle n'était pas suffisante, avant qu'il ne lui dise qu'il devait se concentrer sur lui-même, sur son avenir, sur la construction de quelque chose qui comptait. Avant qu'il ne lui fasse comprendre quel était ce qui le retenait. Elle attrapa la télécommande et alluma la télévision. Une émission de cuisine. Quelqu'un faisait des pâtes fraîches, parlant de l'importance d'une bonne huile d'olive. Elle monta le volume jusqu'à ce qu'il couvre les rires des voisins. Les jours se confondaient après cela. Elle déballa lentement, à contre-cœur, comme si ranger ses affaires sur les étagères risquait de rendre cet endroit permanent, comme si cela pouvait signifier qu'elle était vraiment seule maintenant. Elle suspendit 2 robes dans le placard, posa ses livres sur le rebord de la fenêtre, empila ses assiettes dans le placard au-dessus de l'évier. Tout tenait. C'était le pire. Sa vie entière tenait dans cette minuscule pièce parce qu'Ethan avait tout pris, l'appartement qu'ils partageaient, les meubles, la vie qu'ils avaient construite. Il ne lui avait laissé que les miettes. La nuit, elle restait au lit et fixait le plafond, écoutant les bruits de l'immeuble, des bruits de pas au-dessus d'elle, des tuyaux gémissant dans les murs, un chien aboyant quelque part dans le couloir. Elle rallumait la télévision, laissant les voix d'inconnus remplir le silence jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Mais le sommeil n'apportait pas la paix. Elle se réveillait au milieu de la nuit, désorientée, cherchant quelqu'un qui n'était pas là, quelqu'un qui avait clairement fait savoir qu'il ne voulait pas être là. Les semaines passèrent, et son corps commença à la trahir par petites touches. Elle se réveillait nauséeuse, l'estomac barbouillé sans raison, la nourriture avait un goût différent, le café lui donnait la nausée. Elle était tout le temps fatiguée, d'un épuisement qui lui rongeait les os et qu'aucune heure de sommeil ne pouvait réparer. Elle se disait que c'était le stress, que son corps gérait le divorce comme les corps le font, que le chagrin d'amour avait un poids physique. La nausée venait par vagues. Elle allait bien un moment, puis l'instant d'après, elle se précipitait aux toilettes, l'estomac soulevé même quand il n'y avait plus rien à vomir. Elle commença à garder des crackers près du lit, à éviter certaines odeurs, à bouger plus prudemment, comme si des mouvements brusques pouvaient déclencher un autre épisode. Sa poitrine était douloureuse en permanence, une sensibilité qui rendait le port d'un soutien-gorge inconfortable. Elle en acheta des plus souples, des chemises plus amples, et mit cela sur le compte de son cycle, irrégulier à cause du stress. Un matin, elle resta sous la douche jusqu'à ce que l'eau devienne froide, les mains pressées contre le carrelage, la tête basse, l'eau ruisselant sur ses épaules. Elle resta là, frissonnante, jusqu'à ce que sa peau devienne rose et que ses doigts soient fripés. Quand elle coupa enfin l'eau, elle aperçut son reflet dans le miroir. Son visage semblait plus mince, ses yeux fatigués, et il y avait autre chose, une douceur dans son corps qui n'était pas là avant, une tendresse, une rondeur subtile qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle pressa sa main sur sa poitrine et grimaça, puis plus bas, sur son ventre. Rien.
Juste de la peau, des muscles et la sensation creuse d'être vide. Mais la sensation persistait, quelque chose qui n'allait pas, une conscience de son corps qui lui semblait étrangère. Elle s'habilla et partit au travail. Elle avait trouvé un emploi de standardiste dans un cabinet d'avocats. C'était temporaire, facile, le genre de travail qui ne lui demandait pas de penser, de ressentir ou d'être autre chose qu'une voix au bout du fil. Le bureau était petit et exigu, rempli de classeurs et d'une odeur de café brûlé. Son bureau faisait face à un mur. Elle aimait ça. Bonjour, cabinet Sullivan et Associés. Comment puis-je vous aider? Les mots devinrent un mantra, un script derrière lequel elle pouvait se cacher. Elle les répétait encore et encore, transférant les appels, prenant des messages, existant dans les interstices entre les problèmes des autres. Le bureau était calme la plupart du temps. Juste elle et deux avocats qui passaient le plus clair de leur temps derrière des portes closes. Elle restait assise à son bureau, répondant au téléphone quand il sonnait, fixant le mur quand il ne sonnait pas. Le mur était beige, quelconque, sûr. Parfois, elle se surprenait à toucher son ventre sans s'en rendre compte, une main posée là, protectrice, consciente. Elle retirait sa main vivement, comme si elle avait été prise en faute. Pendant sa pause déjeuner, elle marchait jusqu'au parc et s'asseyait sur un banc. Elle apportait un sandwich qu'elle ne mangeait pas. Elle restait juste assise là, regardant les gens vaquer à leurs occupations, des joggeurs avec des écouteurs, des mères avec des poussettes, des couples main dans la main. Tout le monde semblait savoir où il allait. Elle regardait les mères, surtout. La façon dont elles poussaient les poussettes avec une aisance pratiquée, la façon dont elles essuyaient les nez et ajustaient les couvertures, et se mouvaient dans le monde avec une détermination qu'elle ne pouvait comprendre. Elle regardait et sentait quelque chose se tordre dans sa poitrine, un désir, un manque, quelque chose d'innommable. Un après-midi, elle le vit. Ethan. Il était de l'autre côté de la rue, portant des sacs de course, marchant à côté de quelqu'un, un homme grand dans un manteau cher, qui gesticulait largement en parlant. Il riait. Vraiment, il riait. La tête d'Ethan était renversée en arrière, ses épaules détendues d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Il avait l'air plus léger, libéré d'un poids, comme si divorcer d'elle l'avait libéré de quelque chose de lourd. Elle eut le souffle coupé. Elle se leva brusquement, faisant tomber son sandwich par terre. Elle se glissa derrière une voiture garée, s'accroupissant, son cœur battant à tout rompre. Elle les regarda à travers les vitres de la voiture, regarda Ethan hocher la tête à quelque chose que l'autre homme disait, le regarda sourire, ce sourire qu'il lui réservait avant de décider qu'elle n'en valait plus la peine. Ils tournèrent au coin de la rue et disparurent. Elle resta derrière la voiture pendant plusieurs minutes, la main pressée sur sa poitrine, essayant de se calmer, essayant de se souvenir comment respirer. Cette nuit-là, elle se tenait dans sa salle de bain, fixant son reflet. La nausée avait empiré, l'épuisement était constant maintenant, et il y avait autre chose, un sentiment qu'elle ne pouvait nommer, une présence dans son corps qui semblait à la fois étrangère et familière. Elle pressa ses deux mains sur son ventre, sentit le léger gonflement qu'elle avait ignoré, la rondeur subtile qui ne correspondait pas à sa perte de poids partout ailleurs. C'est juste le stress, murmura-t-elle au miroir, juste le chagrin. Mais même en le disant, elle savait que c'était un mensonge. Son corps connaissait la vérité avant son esprit, il essayait de le lui dire depuis des semaines. Tous les signes étaient là, elle avait juste eu trop peur de les voir. Elle se glissa dans son lit et alluma la télévision. Un talk-show de fin de soirée. Quelqu'un racontait des blagues qu'elle ne trouvait pas drôles. Elle monta le volume et tira la couverture sur sa tête. Dans l'appartement d'un accent grave côté, le couple riait à nouveau, toujours en train de rire. Le son filtrait à travers les murs comme un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Et elle resta allongée là dans le noir, une main posée sur son ventre, sentant quelque chose bouger en elle qu'elle n'était pas prête à nommer. Une vie, peut-être deux, grandissant en elle pendant qu'Ethan passait à autre chose avec sa nouvelle existence sans fardeau. Elle ne le savait juste pas encore. Chapitre 3, deux pulsations. Certaines vérités arrivent trop tard pour changer le passé, mais juste à temps pour briser l'avenir. Le matin commença comme tous les autres. Elle se réveilla au son de l'alarme de son téléphone, la nausée l'attendant déjà comme une invitée indésirable. Elle effectua lentement sa routine. Douche, habillage, café qu'elle ne boirait pas. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit de l'eau qui coulait et de sa propre respiration. L'arrêt de bus était à 3 pâtés de maison. Elle marchait la tête basse, regardant ses pieds avancer l'un devant l'autre.
Le trottoir était fissuré par endroits. Elle compta les fissures, se concentrant sur le rythme de la marche, n'importe quoi pour empêcher son esprit de vagabonder là où il ne devait pas. Le monde bascula sans prévenir. Un instant, elle était debout, attendant le bus avec une poignée d'autres banlieusards, l'instant d'après, le trottoir se précipitait vers elle. Elle sentit ses genoux flancher, sentit le bitume érafler ses paumes, entendit quelqu'un crier, sentit des mains agripper ses bras. Puis plus rien. Elle se réveilla dans une lumière vive. Des néons lui brûlant les yeux. Mur blanc, plafond blanc. L'odeur chimique du désinfectant et quelque chose d'autre, quelque chose d'antiseptique et de froid qui lui souleva l'estomac. Vous êtes réveillé, bien. Restez immobile. Une infirmière apparut au-dessus d'elle, jeune et efficace, vérifiant quelque chose sur un moniteur. Le bip était fort, trop fort. Chaque bip semblait résonner à l'intérieur de son crâne. Que s'est-il passé? Sa voix sortit rauque, comme du papier de verre contre du bois. Vous vous êtes évanoui à l'arrêt de bus. Quelqu'un a appelé les urgences. Vous avez été inconsciente un moment. Vous souvenez-vous vous être cogné la tête? Elle essaya de réfléchir. Le trottoir, l'impact, les mains qui la rattrapaient. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Nous allons faire quelques tests, procédure standard. Le médecin va bientôt arriver. L'infirmière partit et elle resta seule avec les machines bipantes et les lumières vives. Elle ferma les yeux et essaya de ralentir sa respiration, essaya de réfléchir. Elle était fatiguée, oui, nauséeuse, mais s'évanouir. C'était nouveau. C'était anormal. C'était. Bonjour. Elle ouvrit les yeux. Un jeune médecin se tenait au pied de son lit, tenant une tablette. Il avait des yeux bienveillants et des épaules fatiguées, le regard de quelqu'un qui avait vu trop d'urgence. Son badge indiquait le Bennett. Je suis le docteur Bennett. Comment vous sentez-vous? Confuse. Et surtout, embarrassée. Pas besoin d'être embarrassé. L'évanouissement est la façon dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Nous allons découvrir ce que c'est. Il se déplaça sur le côté du lit, posant la tablette. Pouvez-vous me parler de vos symptômes? Depuis combien de temps vous sentez-vous mal? Elle y réfléchit, essaya de se souvenir quand cela avait commencé. Quelques semaines, peut-être plus. J'ai été fatiguée, nauséeuse. Je pensais que c'était le stress. A-t-il une chance que vous soyez enceinte? La question resta en suspens dans l'air comme de la fumée, lourde, suffocante. Non, dit-elle automatiquement. Puis elle s'arrêta. Compta en arrière dans son esprit. Le divorce datait de quand? La dernière fois qu'elle et Ethan avaient été ensemble, c'était avant ça, avant qu'il ne lui dise qu'il voulait partir, avant qu'il ne lui fasse comprendre que leur mariage était terminé. En fait, dit-elle doucement, je ne sais pas. Le docteur Bennett hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse, comme s'il avait entendu cette même incertitude un millier de fois. Découvrons-le. Je vais faire une échographie, juste pour être sûr. Il amena une machine sur roulette, l'aida à ajuster le lit, souleva sa chemise. Le gel était froid sur sa peau. Elle tressaillit, la chair de poule se propageant sur ses bras. Désolé, dit-il. Ça ne prendra qu'une minute. Il pressa la sonde sur son abdomen, la déplaçant lentement, regardant l'écran avec une attention concentrée. Elle détourna la tête. Elle ne voulait pas voir. Ne voulait pas savoir si elle était enceinte de l'enfant d'Ethan pendant qu'il célébrait sa liberté, pendant qu'il riait avec des inconnus dans la rue. Oh, dit doucement le docteur Bennett. Elle le regarda. Son expression avait changé. Surprise, émerveillement. Quelque chose qui arrêta complètement son cœur. Quoi, murmura-t-elle. Il tourna le moniteur vers elle. L'écran était sombre, à l'exception de deux petites formes pulsant dans la statique. Deux rythmes, deux battements de cœur, scintillant comme des étoiles lointaines dans un ciel noir. Des jumeaux, dit doucement le docteur Bennett. Vous êtes enceinte de jumeaux. Le monde s'arrêta de tourner. Ou peut-être commença-t-il à tourner trop vite, elle ne pouvait pas faire la différence. Elle fixa l'écran, les deux petites pulsations, et quelque chose se brisa en elle, quelque chose qui tenait par la seule force de la volonté. Ce n'est pas possible, s'entendit-elle dire. C'est très possible. D'après la taille, j'estimerais que vous en êtes à environ 12 semaines,
peut-être plus. Avez-vous eu vos règles récemment? Elle essaya de penser, de se souvenir. Tout des derniers mois était un brouillard. Le divorce, le déménagement, Ethan lui disant qu'il devait passer à autre chose. Les jours sans fin à essayer de tenir le coup, à essayer de survivre. Elle ne se souvenait pas, Je ne pouvais pas. J'ai besoin que vous respiriez, dit le docteur Bennett, sa main sur son épaule, douce, l'ancrant. Respirez profondément. Inspirez, expirez. Elle pleurait. Quand avait-elle commencé à pleurer? Les larmes coulaient sur son visage, chaudes et imparables, et elle ne pouvait les arrêter. Elle pressa sa main sur sa bouche, puis sur son ventre, sentant le léger gonflement qu'elle avait mis sur le compte du stress, du fait de manger trop de plats à emporter et de ne pas prendre soin d'elle. Des jumeaux, murmura-t-elle. Oui. Et d'après ce que je peux voir, ils sont en bonne santé. Des battements de cœur forts, un bon positionnement. Mais vous êtes sévèrement déshydraté, et votre taux de fer est bas. C'est pour ça que vous vous êtes évanoui. Vous devez mieux prendre soin de vous. Ces bébés ont besoin de vous. Ces bébés. Les bébés d'Ethan. Grandissant en elle pendant qu'il passait à autre chose, pendant qu'il prenait un nouveau départ. Pendant qu'elle les portait seuls, sans savoir, sans comprendre pourquoi son corps changeait. Est-ce que quelqu'un est au courant? Demanda prudemment le docteur Bennett, sa voix douce. Le père? Elle secoua la tête. Les larmes continuaient de couler, traçant des sillons sur ses joues et trempant la blouse d'hôpital. Non. Il ne sait pas. Nous sommes divorcés. Il m'a quitté. Il est. Sa voix se brisa. Il est parti. Le docteur Bennett attira une chaise et s'assit à côté de son lit. Il ne dit rien pendant un moment, la laissa juste pleurer, la laissa encaisser, la laissa ressentir ce qu'elle avait besoin de ressentir. Quand elle le regarda enfin, son expression était bienveillante, compréhensive. Ce que vous ferez ensuite est votre choix, dit-il. Mais ces bébés sont réels. Ils sont là. Et ils vont avoir besoin que vous soyez forte. Plus forte que vous ne l'avez jamais été. Elle regarda à nouveau l'écran. Les deux pulsations scintillaient toujours. Deux vies qui n'avaient pas demandé à être créées. Deux enfants qui viendraient au monde alors que leur père était parti avant même qu'il n'existe. Je peux avoir une minute, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. L'infirmière reviendra vous voir bientôt. Il partit, emportant l'échographe avec lui, mais l'image resta, gravée dans son esprit. Deux battements de cœur. Deux avenirs minuscules qui dépendaient d'elle. Deux raisons pour lesquelles tout venait de devenir incroyablement compliqué. Elle pressa ses deux mains sur son ventre, sentant la légère courbe sous ses paumes, sentant le poids de ce qui y poussait, sentant la responsabilité s'installer sur elle comme une lourde couverture. Je ferai ça seule, leur murmura-t-elle. Aux bébés qui ne pouvaient pas encore l'entendre. Aux enfants qui ne sauraient jamais que leur père avait choisi de partir. Aux vies qu'elle protégerait quoi qu'il lui en coûte. Promis. Je vous protégerai. Je ferai ça seule. Ethan voulait la liberté, voulait construire son avenir sans elle. Eh bien, il l'avait. Et elle avait ça. Deux vies grandissant en elle dont il n'entendrait jamais parler, parce qu'il avait fait son choix. Et maintenant, elle faisait le sien. Dehors, les nuages bougeaient dans le ciel. Les gens vaquaient à leurs occupations, inconscients du petit miracle et de la tragédie qui se jouait dans cette chambre. Le monde continuait de tourner, indifférent aux catastrophes personnelles. Et à l'intérieur d'elle, deux cœurs continuaient de battre. Ignorants, persistants, vivants. Elle ferma les yeux et se fit une promesse qu'elle ne savait pas comment tenir, une promesse qui définirait tout ce qui viendrait après, elle survivrait à cela. Elle les garderait en sécurité. Même si cela signifiait porter le poids de ce secret jusqu'à ce qu'il l'écrase. Même si cela signifiait qu'Ethan ne saurait jamais ce qu'il avait abandonné. Chapitre 4, des côtes en plein jour. On peut fuir une personne, mais on ne peut pas fuir la vie qu'on a partagée. Elle quitta son travail le lendemain. La directrice du bureau, une femme nommée Margaret avec des lunettes de lecture sur une chaîne, parut surprise quand elle arriva avec sa lettre de démission pliée dans son sac. « Tout va bien ?» demanda Margaret, l'inquiétude adoucissant son expression habituellement sévère. « Situation familiale » dit-elle. Ce n'était pas entièrement un mensonge.
De nouvelles situations familiales, en fait, grandissant en elle à chaque instant. J'ai besoin de me concentrer sur des choses personnelles. Margaret n'insista pas. Elle hocha simplement la tête, traita les documents avec une efficacité tranquille et lui souhaita bonne chance. À l'heure du déjeuner, son bureau était vide. Elle sortit avec un carton contenant ses quelques affaires, une tasse à café, un pull, une plante qu'elle n'avait jamais correctement arrosée et ne regarda pas en arrière. Elle trouva du travail en répondant au téléphone de chez elle. Des cabinets médicaux, pour la plupart, gérant les rendez-vous et prenant les messages. La paie était moindre, mais c'était flexible. Elle pouvait travailler en pyjama, faire des pauses quand la nausée devenait trop forte, exister dans le petit monde sûr de son appartement sans avoir à affronter l'extérieur. Mais le monde extérieur avait un moyen de la trouver quand même. Elle commença à s'arrondir plus tôt que prévu. Le léger gonflement devint indéniable, impossible à cacher sous des vêtements amples. Elle acheta des vêtements de maternité dans une friperie, des tissus doux et souples qui s'étiraient sur son ventre grandissant, des vêtements qui sentaient légèrement la vie de quelqu'un d'autre, la grossesse de quelqu'un d'autre, la joie de quelqu'un d'autre. Elle bougeait plus lentement, parlait moins, apprit à naviguer dans le monde en portant un secret qui devenait plus lourd chaque jour. Chaque matin, elle se réveillait, et le secret était plus grand, plus présent, plus impossible à ignorer. Chaque son devenait Ethan. Chaque bruit de pas, chaque voix, chaque portière de voiture claquant dans la rue en bas. Elle faisait la vaisselle et entendait un rire dehors, et tout son corps se tendait, à l'affût d'une voix qu'elle reconnaîtrait n'importe où, à l'affût de la cadence particulière de son rire, de sa façon d'accentuer certains mots, ce son qui la faisait sourire autrefois, et qui maintenant lui donnait envie de se cacher. Elle était à l'épicerie, attrapant du lait, et voyait quelqu'un avec une veste bleue la couleur qu'Ethan portait toujours et son cœur s'arrêtait jusqu'à ce qu'il se retourne et révèle le visage d'un inconnu. Un visage qui ne lui ressemblait en rien, mais qui, pendant un terrible instant, avait été lui. La ville était pleine de fantômes, d'échos d'une vie qu'elle avait été forcée de laisser derrière elle. Chaque coin de rue ravivait un souvenir, chaque restaurant le fantôme d'un rendez-vous, chaque banc de parc un endroit où il s'était assis et avait parlé d'avenir qui ne viendrait jamais. Des avenirs qu'Ethan avait décidé qu'il ne voulait pas avec elle. Un après-midi de fin de printemps, elle avait besoin d'air frais. Les murs de l'appartement se refermaient sur elle, et les bébés, elle avait commencé à penser à eux comme les bébés, non pas ça où eux étaient actifs, bougeant en elle d'une manière qui tenait à la fois du petit miracle et du terrible fardeau. Elle marcha jusqu'au parc, le même parc où elle déjeunait à l'époque du bureau. Les bancs étaient pleins. Des familles partout. Des enfants sur les balançoires, leur rire fendant l'air. Des chiens poursuivant des balles. Des couples marchant main dans la main, perdus dans leur propre monde. Elle trouva une place sous un arbre et s'assit, la main posée sur son ventre. L'écorce était rugueuse contre son dos, l'ombre était fraîche. Le monde semblait presque paisible. Les bébés donnèrent des coups. Un flottement, puis un autre. Comme s'ils disaient bonjour, comme s'ils savaient qu'elle avait besoin qu'on lui rappelle qu'ils étaient là, qu'ils étaient réels, qu'elle n'imaginait pas tout ça. « Vous êtes actif aujourd'hui » murmura-t-elle. Un jogger passa, puis un autre. Le soleil était chaud sur son visage. Elle ferma les yeux, se permettant de prétendre, juste un instant, que tout allait bien. Qu'elle n'était qu'une autre femme enceinte profitant d'une journée de printemps. Que Ethan ne l'avait pas abandonnée avant même de savoir pour eux. Quand elle ouvrit les yeux, elle les vit. De l'autre côté de la rue. Devant un café avec une terrasse et des parasols colorés. Ethan est le même homme qu'auparavant, le grand au manteau cher. Ils marchaient côte à côte, portant des sacs de course, riant de quelque chose. Elle eut le souffle coupé, comme un oiseau piégé. Ethan avait l'air bien, en bonne santé. Ses cheveux étaient plus courts que dans son souvenir. Il était bien habillé, avec des vêtements qu'elle ne reconnaissait pas. Il bougeait comme quelqu'un qui avait retrouvé son équilibre. Quelqu'un qui s'était débarrassé d'un poids mort et s'en sentait plus léger. Quelqu'un qui l'avait dépassé et avait trouvé quelque chose de mieux de l'autre côté. Elle se leva brusquement, instinctivement, son cœur martelant ses côtes. Elle devait se cacher, disparaître, devenir invisible. Elle se glissa derrière une voiture garée, s'accroupissant malgré son ventre, malgré la maladresse, malgré tout. À travers les vitres de la voiture, elle les regarda. Regarda Ethan dire quelque chose qui fit rire l'autre homme à gorge déployée. Le regarda ajuster les sacs de course dans ses bras. Le regarda évoluer dans le monde comme quelqu'un qui avait laissé le passé derrière lui et ne le regrettait pas une seconde.
comme quelqu'un qui était libre. Ils s'arrêtèrent au passage piéton. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir à nouveau s'il traversait, s'il venait au parc, s'il la voyait comme ça, enceinte et cachée derrière une voiture. Mais ils tournèrent dans l'autre sens, descendirent la rue, disparurent au coin. Emportant le rire d'Ethan avec eux. Elle resta derrière la voiture pendant plusieurs minutes, la main pressée sur sa poitrine, essayant de se calmer, essayant de se souvenir comment respirer normalement. Les bébés donnèrent à nouveau des coups, plus forts cette fois, sentant sa détresse. Elle pressa son autre main sur son ventre. « Ce n'est rien, murmura-t-elle. Tout va bien. » Mais ce n'était pas rien. Rien n'allait. Elle venait de voir l'homme qui l'avait abandonnée, l'air plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années, pendant qu'elle se cachait derrière une voiture, portant ses enfants dont il ignorait l'existence. Des enfants qu'il n'avait jamais voulu en premier lieu. Des enfants qui n'auraient été qu'une chose de plus le retenant. Elle rentra chez elle lentement, ses jambes tremblant d'adrénaline et d'épuisement. Elle prit le chemin le plus long, évitant les rues principales, gardant la tête basse. Quand elle atteignit son appartement, elle avait mal aux pieds, et son dos la brûlait de cette douleur particulière qui accompagnait le port d'un poids supplémentaire. Elle monta les escaliers, l'ascenseur était en panne depuis des semaines et s'enferma à l'intérieur. Cette nuit-là, elle se tint devant le miroir de sa salle de bain, fixant son reflet. Son ventre était indéniable maintenant, rond et ferme. Les bébés étaient réels, grandissaient, prenaient plus de place chaque jour, manifestant leur présence de manière incontournable. Elle souleva sa chemise, passant sa main sur la peau tendue. Elle pouvait parfois voir un mouvement, un pied pressant contre elle de l'intérieur, un coude. Une petite partie d'eux rappelant leur présence, lui rappelant qu'elle n'était pas seule, même si elle se sentait plus seule que jamais. « Votre père ne sait pas pour vous, dit-elle à son reflet, à eux. Et il ne le saura jamais. Il nous a quittés. Il a choisi de partir. Et nous nous en sortirons très bien sans lui. Juste nous. Juste nous trois. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Le mensonge avait un goût amer dans sa bouche. Parce qu'il n'allait pas bien. Parce qu'elle était terrifiée. Parce que chaque jour, elle se réveillait en se demandant comment elle allait faire ça seule. Comment elle allait élever 2 enfants sans aide, sans soutien, sans l'homme qui aurait dû être là mais qui avait choisi de ne pas l'être. Elle rabaissa sa chemise et se détourna du miroir. Se glissa dans son lit. Alluma la télévision. Un documentaire sur la nature. Quelque chose sur les baleines, la migration et les longs voyages qu'elles entreprenaient à travers les océans. Elle monta le volume et ferma les yeux. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Elle resta allongée là, une main sur son ventre, sentant les bébés bouger, sentant le poids de tout ce qu'Ethan ignorait. Tout ce dont il s'était détourné avant même que cela n'existe. Le couple d'accent grave côté riait à nouveau. Toujours en train de rire. Elle se demanda ce que cela faisait d'être aussi insouciant. De vivre une vie non accablée par les secrets, les regrets et la certitude que quelqu'un que vous aimiez avait décidé que vous n'en valiez pas la peine. Les bébés donnèrent des coups. « Je sais, leur murmura-t-elle. Je sais. » Dehors, la ville vibrait de vie. Des voitures passaient, des gens vivaient, des sirènes au loin. Le monde tournait sans elle, indifférent à ses difficultés. Et elle gisait là, dans le noir, portant 2 avenirs en elle, se demandant comment elle allait faire ça seule. Se demandant si Ethan pensait parfois à elle. Se demandant s'il ressentait ne serait-ce qu'un instant de regret. La télévision continuait de parler de chants de baleines et de profondes fosses océaniques. Les bébés se calmèrent, et elle dériva finalement dans un sommeil agité, rêvant d'océans et de noyades, et de voix appelant son nom de très loin. Des voix qui ressemblaient à celles d'Ethan, la rappelant, lui disant qu'il avait fait une erreur. Mais ce n'était que des rêves. Et quand elle se réveillait, elle était toujours seule. Chapitre 5, l'effondrement. Le corps n'oublie rien, et quand l'heure de payer l'addition arrive, tout vient d'un coup. Le cabinet du médecin se trouvait dans un immeuble médical qui sentait les produits d'entretien et l'inquiétude. Elle s'assit dans la salle d'attente, remplissant des formulaires sur un presse-papier, cochant des cases sur ses antécédents médicaux et familiaux. Lorsqu'on lui demanda les informations sur le père, elle laissa la case vide. Le docteur Nia était une femme sévère aux cheveux argentés tirés en un chignon serré et aux yeux auxquels rien n'échappait. Elle examina les formulaires, regarda les images de l'échographie de l'hôpital et fronça les sourcils. « Vous êtes anémique, dit-elle. Sévèrement.
Votre taux de fer est dangereusement bas et votre tension artérielle est préoccupante. Je prends des vitamines, dit-elle. Pas assez. Vous avez besoin de compléments en fer et vous avez besoin de soutien. Quelqu'un avec vous. Ce sont des grossesses à haut risque. Des jumeaux, un faible taux de fer, des indicateurs de stress partout sur votre dossier. Avez-vous de la famille? Des amis? Le père? Elle tressaillit au dernier mot. Je vais bien. Je peux gérer. Le docteur Nia posa le dossier et la regarda directement. Le pouvez-vous? La question resta en suspens entre elles, lourde, accusatrice. Oui, dit-elle, mais sa voix vacilla. Je n'essaie pas de vous juger. J'essaie de vous garder en vie, vous et ces bébés. Pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Vous mangez à peine, vous ne dormez pas. Votre corps est en train de lâcher. Si vous ne faites pas de changement, il y aura des conséquences. Elle hocha la tête, prit les ordonnances, promit de faire mieux. Mais faire mieux était plus facile à dire qu'à faire. Les compléments en fer lui donnaient la nausée. Elle les prenait et passait 1 heure dans la salle de bain, vomissant dans les toilettes. La nourriture avait un goût étrange. Tout sentait trop fort. Elle perdit du poids au lieu d'en prendre. Elle essaya de suivre les instructions du docteur Nia. Vraiment, elle essaya. Elle acheta des provisions qui restèrent intactes dans son réfrigérateur. Elle mit des alarmes pour se rappeler de manger. Elle se força à avaler des shakes protéinés qui avaient un goût de craie et faisaient se rebeller son estomac. Rien ne restait. Rien n'allait. Les nuits devinrent insupportables. Elle restait éveillée, le dos douloureux, les jambes prises de crampes, les bébés appuyant sur sa vessie toutes les heures. Elle se levait, allait aux toilettes, se recouchait, se relevait. Le cycle se répétait jusqu'à l'aube, quand l'épuisement finissait par l'emporter. Elle s'endormait parfois assise. Sur le canapé, à son bureau, au milieu d'un appel téléphonique pour le travail. Elle se réveillait en sursaut, désorientée, le cœur battant, ne sachant ni où elle était ni quelle heure il était. Ses mains commencèrent à trembler. De petits tremblements qui rendaient difficile de tenir une fourchette, de taper à l'ordinateur, de faire quoi que ce soit qui nécessitait de la stabilité. Elle laissait tomber des choses constamment. Un verre dans la cuisine qui se brisa sur le sol. Son téléphone glissant de ses doigts. La télécommande s'écrasant bruyamment sur la table basse. À chaque fois, elle fixait ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Les bébés devenaient plus gros, plus actifs. Elle pouvait les sentir tout le temps maintenant, roulant, donnant des coups, pressant contre ses côtes. Parfois, ça faisait mal. Parfois, ça lui coupait le souffle. Elle pressait sa main à l'endroit douloureux et leur chuchotait, leur disant d'être doux, de lui laisser de l'espace qu'elle n'avait pas à donner. Un soir, elle essayait de lasser ses chaussures. Une tâche simple devenue incroyablement difficile avec son ventre. Mais ses doigts ne coopéraient pas. Ils tremblaient trop. Les lacets glissaient. Elle essaya encore et encore, sa frustration montant jusqu'à ce qu'elle pleure, assise par terre dans son appartement, incapable de lasser ses propres chaussures. « Reprends-toi, murmura-t-elle. Tu dois te reprendre. » Mais se reprendre nécessitait une énergie qu'elle n'avait pas. Elle porta des chaussures sans lacets après ça. Évita tout ce qui exigeait une motricité fine. Simplifia sa vie à l'essentiel, répondre au téléphone, dormir quand elle le pouvait, survivre. La douleur commença un soir. Elle commença bas dans son dos, puis s'enroula autour de son ventre. Se resserrant, se relâchant, se resserrant. Des contractions de Braxton X, se dit-elle. Du faux travail. Normal. Sauf que ce n'était pas normal. Elle avait lu tous les livres sur la grossesse. Elle connaissait la différence entre les contractions d'entraînement et les vraies. Celle-ci semblait réelle. Pas encore, murmura-t-elle à son ventre. C'est trop tôt. Vous n'êtes pas prêt. Les bébés n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient jamais. La douleur empira. Elle essaya de travailler, essaya de répondre aux appels qui arrivaient, mais elle devait s'arrêter au milieu d'une phrase quand une contraction frappait, s'agrippant au bord de son bureau jusqu'à ce qu'elle passe. « Je m'excuse, haltait-elle au téléphone. Pouvez-vous patienter un instant ? » Les appelants étaient patients au début, puis confus, puis inquiets. « Est-ce que ça va ? demanda une femme. « Très bien, mentit-elle. Juste très bien. » À la tombée de la nuit,
Elle ne pouvait plus tenir debout. Elle parvint jusqu'au canapé, s'allongeant sur le côté, respirant à travers la douleur. Elle venait par vagues maintenant, régulière, implacable. Elle compta les secondes entre les contractions, et essaya de les chronométrer, comme le disait le livre. 5 minutes d'intervalle. Puis 4. Puis 3. Trop vite. Tout se passait trop vite. S'il vous plaît, murmura-t-elle. S'il vous plaît, pas encore. Elle tendit la main vers son téléphone. Il était sur la table basse, à quelques centimètres à peine. Elle s'étira, ses doigts frôlèrent le bord. Elle essaya de l'attraper. Une autre contraction frappa, plus fort que les autres. Un étau se resserrant autour de sa taille. Elle poussa un cri, sa main se retirant instinctivement. Et le téléphone glissa de la table. Elle l'entendit heurter le sol, l'entendit glisser sous le canapé. Non, halta-t-elle. Non, non, non. Elle essaya de bouger, essaya de l'atteindre, mais la douleur était trop forte. Son corps luttait contre lui-même. Les contractions, la faiblesse, l'épuisement, tout se combinait en quelque chose qu'elle ne pouvait surmonter. Elle glissa du canapé sur ses genoux. Rampa vers le canapé, cherchant en dessous, ses doigts fouillant dans la poussière et l'obscurité. Les contractions venaient plus vite maintenant. Elle pouvait à peine reprendre son souffle entre elles. Sa vision se brouillait sur les bords. Elle transpirait et frissonnait en même temps. À l'aide, appela-t-elle. Sa voix était faible, à peine audible. Que quelqu'un m'aide. Mais les murs étaient épais. Le couple d'Aak sans grave côté était parti. L'immeuble était silencieux. Une autre contraction, la pire à ce jour. Elle se recroquevilla, le front pressé contre le sol, ses mains agrippant son ventre. Elle sentit quelque chose d'humide entre ses jambes. Du sang ou de l'eau, ou les deux, elle ne savait pas. Elle sentit un goût de cuivre. Du sang. Elle s'était mordu la langue sans s'en rendre compte. La pièce tournait. Le ventilateur de plafond au-dessus d'elle tournait lentement, hypnotiquement. Elle le regarda tourner, compta les rotations, perdit le compte, recommença. « Je suis désolée, murmura-t-elle au bébé. Tellement désolée. Elle pensa à Ethan. Au fait qu'il l'avait quitté. Au fait qu'il ne savait pas. Que si elle mourait ici, seule sur ce sol, il ne saurait jamais ce qu'il avait abandonné. Il ne saurait jamais qu'il avait des fils. Ne saurait jamais qu'ils avaient existé. Continuerait sa vie en pensant qu'il avait fait le bon choix. L'obscurité sur les bords de sa vision s'étendait, douce, presque accueillante. Comme s'endormir. Comme lâcher prise. Elle entendit sa propre voix, faible et désespérée, résonnant dans la pièce vide. S'il vous plaît. Pas encore. Puis plus rien. Le silence s'étira, long et complet. Le seul son était le ventilateur de plafond qui tournait et sa respiration superficielle qui devenait de plus en plus faible. Le chien de la voisine se mit à aboyer. Fort, persistant. Il aboya, jusqu'à ce que finalement la voisine sorte voir ce qui n'allait pas. Se tint dans le couloir. Entendit quelque chose à travers sa porte. Un son. Un gémissement. Quelque chose qui n'allait pas. Allô, appela la voisine. Est-ce que ça va là-dedans? Pas de réponse. J'appelle les urgences, cria la voisine. La sirène de l'ambulance fut la première chose qu'elle enregistra. Lointaine d'abord, puis plus proche, puis assourdissante. Quelqu'un criait. Des mains sur son corps. Des lumières trop vives. Des mouvements trop rapides. On est en train de la perdre, dit quelqu'un. La voix urgente, professionnelle, effrayée. Elle essaya de parler. De leur dire qu'elle était toujours là. Qu'elle se battait toujours. Mais les mots ne venaient pas. La sirène hurlait alors qu'il filait à travers la ville. À l'intérieur de l'ambulance, son rythme cardiaque vacillait sur un moniteur. Faible, irrégulier, s'estompant. Comme une lumière qu'on éteint lentement. L'ambulancier continuait de lui parler, de lui dire de tenir bon, de dire qu'ils y étaient presque. Mais sa voix devenait distante, s'estompant comme tout le reste. Elle pensa au bébé. À Caleb et Jasper, les noms qu'elle avait choisis. Se demanda s'ils survivraient sans elle. Si Ethan saurait un jour qu'ils avaient existé. Si tout cela avait de l'importance.
Les portes de l'ambulance s'ouvrirent brusquement. Lumière vive. Des gens qui courent. Des voix qui se chevauchent. On la déplaçait, la soulevait, l'emmenait quelque part en urgence. Puis plus rien. Juste le lent fondu vers l'obscurité. Et la dernière pensée qu'elle eut avant que tout ne devienne noir fut, il ne saura jamais. Ethan ne saura jamais ce qu'il a abandonné. Chapitre 6, la recherche rouge dans l'espace entre la vie et la mort, le passé devient le seul avenir. La salle d'accouchement était un chaos déguisé en médecine. Médecins et infirmières bougeaient dans une urgence synchronisée, leur voix saccadée et efficace, criant des chiffres et des termes médicaux qui signifiaient la vie ou la mort. L'air était épais de tension, de l'odeur métallique du sang, de l'énergie désespérée de gens luttant contre le temps. Le docteur Nia se tenait au centre de tout cela, ses mains stables malgré tout, mettant au monde 2 bébés qui arrivèrent silencieux et bleus. Elle avait mis au monde des centaines de bébés dans sa carrière, des milliers peut-être, mais ces deux-là semblaient différents, plus lourds, comme si le poids de la solitude de leur mère s'était transféré sur eux. Le premier jumeau émergea, Flasque. Pas de cri, pas de mouvement, pas la moindre lueur rose de vie. Une infirmière l'emporta vers une table chauffante, elle s'acharnait sur lui avec un désespoir méthodique, aspiration, stimulation, oxygène. Ses mains agissaient vite, avec professionnalisme, mais son visage trahissait la tension de ce combat contre l'inévitable, de cette tentative d'insuffler la vie à un corps qui n'avait pas encore décidé si l'existence valait la peine de se battre. Le second suivit rapidement, tout aussi silencieux, tout aussi immobile. Une autre infirmière, une autre table, un autre combat contre la mort. 2 corps minuscules qui auraient dû avoir des mois de plus pour grandir, se renforcer, se préparer au monde dans lequel ils avaient été forcés d'entrer trop tôt. Et sur la table d'accouchement, elle se vidait de son sang. Tension en chute libre. Quelqu'un cria, 80-40e, elle lâche. Une autre poche, ordonna le docteur Nia, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Et donnez-moi les résultats du labo, maintenant. Le sang coulait trop vite. Son corps avait tout donné pour mettre ses bébés au monde, et maintenant il abandonnait, se rendait. Son rythme cardiaque octait sur le moniteur, comme un moteur de voiture qui s'étouffe. Sa respiration était superficielle, rapide, le genre de respiration qui signifie que le corps se bat pour survivre mais perd la bataille. Les machines autour d'elle hurlaient des avertissements que tout le monde dans la pièce comprenait mais que personne ne voulait admettre. Ils avaient déjà vu ça, trop de fois. Un corps poussé au-delà de ses limites. Une femme qui avait porté un fardeau trop lourd, seule. Un système qui s'arrêtait parce qu'il n'avait plus rien à donner. Docteur, les bébés ne réagissent pas, Nia leva les yeux. À l'autre bout de la pièce, 2 corps minuscules gisaient sous des lampes chauffantes qui rendaient leur peau translucide encore plus fragile. 2 infirmières s'acharnaient, leurs mouvements devenant plus urgents, plus désespérés à chaque seconde. 2 enfants suspendus entre ce monde et le suivant, pris dans cet espace terrible où la médecine ne pouvait pas faire grand-chose, et où le reste dépendait de forces échappant à tout contrôle. Continuez, docteur, dit Nia, la voix ferme, impérieuse. N'arrêtez pas. N'osez pas arrêter. Elle avait déjà perdu des patients. Cela faisait partie du métier, du fait d'être médecin dans un monde où tout le monde ne pouvait pas être sauvé. Mais elle n'allait pas perdre celle-ci. Pas cette mère. Pas ces bébés. Pas ce soir. Elle se retourna vers sa patiente. La femme arrivait seule, qui avait porté des jumeaux sans aucun soutien, qui s'était effondrée et avait failli mourir avant que quiconque ne la trouve. La femme dont les formulaires d'admission étaient vierges, à l'exception des informations de base. Pas de famille, pas d'amis, personne ne l'attendant dans un hall en se demandant si elle allait survivre. La femme dont le corps lâchait maintenant de toutes les manières mesurables. Il nous faut plus de sang, docteur, dit Nia. Vérifiez la base de données, trouvez un donneur compatible. Un technicien, un jeune homme aux mains nerveuses nommé Garcia, était déjà à l'ordinateur. Ses doigts volaient sur le clavier avec le genre de vitesse qui vient à force de faire cela trop souvent. Trop d'urgence. Trop de recherche de sang qui sauverait des vies. Quel est son groupe? AB négatif. Les doigts de Garcia volèrent sur le clavier. Les secondes passèrent. Trop de secondes. Il fronça les sourcils, cliqua, chercha, fronça les sourcils plus profondément. Ses épaules se tendirent d'une manière qui annonça la réponse au docteur Nia avant même qu'il ne parle. « Docteur, on a un problème. » Nia ne leva pas les yeux de son travail.
Sa main essayait toujours d'arrêter l'hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Le sang s'accumulait plus vite qu'il ne pouvait le remplacer. Parlez-moi. Il n'y a aucune compatibilité dans la base. L'AB négatif est rare. On n'a pas assez de stock et les banques régionales sont à sec. Il y a eu un gros accident tout à l'heure. Plusieurs victimes. Ils nous ont vidés. Alors élargissez la recherche. Tout l'État national s'il le faut. Ça prendra du temps qu'on n'a pas, le moniteur émit un bip d'avertissement. Sa tension artérielle chuta à nouveau. 60/30e. Critique. Le genre de chiffre qui signifiait des minutes, pas des heures. Le genre de chiffre qui signifiait de se préparer au pire. Ni a pris une décision. Le genre de décision qui séparait les bons médecins des grands médecins. Le genre qui tordait les règles mais sauvait des vies. Vérifier son dossier. Contact d'urgence, famille. Quiconque pourrait être compatible. Une infirmière, Elena, aux yeux bienveillants, aux mains rapides et à la réputation de ne jamais abandonner, attrapa le dossier d'admission. Elle feuilleta les pages de formulaire presque vides. Il n'y a rien ici, dit Elena, la frustration montant dans sa voix. Elle avait vu trop de femmes comme celle-ci, trop de gens qui passaient entre les mailles du filet. Elle est arrivée seule. Tous les formulaires sont vierges. Elle s'arrêta. Plissa les yeux vers la page. Regarda de plus près. Sauf. Sauf quoi? Il y a un ancien contact d'urgence dans le système de l'hôpital. Ça doit dater d'une visite précédente. Ethan Carter. Listé comme mari. Mais il y a une note ici, divorcé. Il l'a quitté. Le contact n'est pas à jour. Elle a probablement oublié de le modifier. Nia regarda la femme sur la table, les jumeaux qui luttaient pour leur vie à l'autre bout de la pièce, les chiffres de tension artérielle qui continuaient de chuter comme des pierres dans l'eau. Au choix qui n'en était pas vraiment un. Appelez-le, dit-elle. Appelez-le maintenant. Elena hésita. Sa formation lui disait de ne pas contacter les ex-conjoints, que le divorce signifiait couper les ponts, que le passé devait rester dans le passé. S'il l'a quitté. Je me fiche qu'il l'ait quitté. Je me fiche qu'il lui ait brisé le cœur. Je me fiche qu'il ne veuille plus jamais la revoir. Ce qui m'importe, c'est de garder cette femme et ses bébés en vie. Appelez. Elena attrapa son téléphone, trouva le numéro dans le système, composa le numéro avec des doigts tremblants, murmurant une prière. Ça sonna. Ça sonna. Ça sonna. Dans le coin néonat, l'un des bébés émit un son. Un petit hoquet humide, puis un cri, faible mais présent, comme un chaton miaulant pour sa mère. L'infirmière qui s'occupait de lui, Martinez, une vétéran qui avait vu des centaines de naissances prématurées et savait lesquelles s'en sortiraient, leva les yeux avec soulagement. On en a un, cria-t-elle. Bébé à respire. Le second bébé suivit quelques instants plus tard. Un autre hoquet. Un autre cri. Tous deux faibles, luttants, mais vivants. Se battant. Prouvant que la vie voulait continuer même quand les probabilités disaient le contraire. Nia s'autorisa une seconde de soulagement. Un instant pour reconnaître qu'au moins les bébés avaient une chance. Puis elle se retourna vers la mère, dont la chance s'échappait à chaque battement de cœur, à chaque goutte de sang qui s'accumulait là où elle ne devrait pas, toujours pas de réponse, dit Elena, la mâchoire serrée par la tension. Je réessaie. Elle composa. Ça sonna. À l'autre bout de la ville, dans un restaurant à l'éclairage tamisé et au vin cher, Ethan Carter était assis à table avec son ami, célébrant une liberté dont il s'était convaincu qu'il la voulait. Son téléphone vibra sur la table. Numéro inconnu. Il y jeta un œil et le retourna face contre table. Sûrement un spam. Ou un mauvais numéro. Rien qui ne puisse attendre. Tout va bien, demanda son ami en levant son verre. Oui, dit Ethan. Juste un spam, probablement. Le téléphone vibra à nouveau. Tu es populaire ce soir, dit son ami avec un sourire. Tu veux répondre? Ethan regarda le téléphone. Encore un numéro inconnu. Non, dit-il. Ça peut attendre. Dans la salle d'accouchement, Elena raccrocha. Recomposa. Tint le téléphone contre son oreille comme une prière, comme une bouée de sauvetage lancée dans des eaux sombres, espérant que quelqu'un l'attrape. Allez, murmura-t-elle. Décroche.
S'il te plaît, décroche. Le restaurant était bruyant. Conversation, rire, tintement de verre. Le son de gens profitant de la vie, alors que quelque part à travers la ville, quelqu'un mourait. Ethan essaya de se concentrer sur ce que disait son ami. Quelque chose à propos de célébration, de projets futurs, du monde qu'il construisait. Mais son attention revenait sans cesse à son téléphone. Il vibra une troisième fois. Tu devrais répondre, dit son ami, son sourire s'effaçant pour laisser place à l'inquiétude. 3 appels d'affilée, ça pourrait être important. Ethan prit le téléphone. Le même numéro inconnu. 3 appels d'affilée. Ce n'était pas du spam. C'était autre chose. Quelque chose d'urgent. Quelque chose qui lui noua l'estomac d'une peur instinctive. Excusez-moi, dit-il en se levant. Je dois prendre cet appel. Il se dirigea vers l'entrée du restaurant, se faufilant entre les tables pleines de gens qui ne savaient pas qu'à l'autre bout de la ville, 2 vies ne tenaient qu'à un fil. 3 vies. Il pressa le téléphone contre son oreille. Allô? La voix à l'autre bout était calme mais urgente. Professionnelle mais désespérée. La voix de quelqu'un qui avait appris à annoncer des nouvelles terribles sans craquer. Est-ce que je parle à Ethan Carter? Oui. Qui est-ce? Ici Elena, de l'hôpital City General. Je vous appelle au sujet de votre femme. Ethan s'arrêta de marcher. Le bruit du restaurant s'estompa en un bruit de fond statique. Le monde se réduisit à cette voix, à cet instant, à cette déclaration impossible. Ma femme? Je n'ai pas. J'ai divorcé. Oui, c'est noté. Mais votre nom est toujours listé comme contact d'urgence. Monsieur, je dois vous demander d'écouter très attentivement. Votre ex-femme est en train de mourir. Ses fils jumeaux sont à peine stables. Elle est AB négatif. Nous n'en avons pas assez. Nous avons cherché partout. Chaque banque de sang de la région. Chaque hôpital. Vous êtes la seule personne listée dans son dossier. Ethan sentit le monde basculer. Épouse. Ex-femme. Fils. Jumeaux. Les mots n'avaient aucun sens. Ne se connectaient à rien de réel. Ne cadraient pas avec l'histoire qu'il s'était racontée sur le fait de tourner la page, de prendre un nouveau départ, de laisser le passé derrière lui. Je ne comprends pas, j'ai besoin de connaître votre groupe sanguin, Monsieur Carter. Maintenant. AB négatif, dit-il automatiquement. Le même que. Il s'arrêta. Comprenant. Les pièces s'emboîtant comme une serrure qui s'ouvre. Oh mon Dieu. Monsieur Carter, la voix d'Elena était stable, l'ancrant. La voix de quelqu'un qui avait déjà annoncé ce genre de nouvelles. Qui savait comment empêcher les gens de s'effondrer. Seul votre sang peut sauver votre ex-femme et ses fils jumeaux. Les fils dont vous ignoriez l'existence. Le téléphone semblait lourd dans sa main. Derrière lui, son ami l'appelait, lui demandant si tout allait bien. Devant lui, la porte du restaurant était ouverte, l'air de la nuit s'engouffrant, transportant la pluie et l'odeur du bitume mouillé. Il l'avait quittée. Divorcée. Il lui avait dit qu'elle le freinait. Et elle portait ses enfants. Il prit une décision. J'arrive, dit-il. Donnez-moi l'adresse. Chapitre 7. La voix au bout du fil. Certains appels arrivent trop tard. D'autres arrivent exactement quand ils le doivent. Ethan se tenait à l'extérieur du restaurant, le téléphone collé à l'oreille, essayant de faire fonctionner son cerveau, essayant de traiter des mots qui n'avaient aucun sens, des mots qui ne pouvaient pas être réels. Répétez ça, dit-il. Dites-le encore. La voix d'Elena parvint, stable et claire. Professionnelle mais urgente. La voix de quelqu'un qui avait déjà annoncé des nouvelles impossibles. Votre ex-femme est dans un état critique suite à un accouchement d'urgence de garçons jumeaux. Elle fait une hémorragie et a besoin d'une transfusion sanguine. AB négatif. C'est rare. Nous n'avons pas assez de stock. Êtes-vous en mesure de donner? Des garçons jumeaux, répéta Ethan. Les mots semblaient étrangers dans sa bouche. Impossible. Comme une langue qu'il n'avait jamais apprise. Oui, monsieur. Ils viennent de naître. Il y a quelques minutes. L'esprit d'Ethan remonta le temps. Le divorce datait d'un moment. La dernière fois qu'il avait été avec elle, c'était avant ça.
Avant qu'il ne lui dise qu'il devait partir. Avant qu'il ne se convainque qu'elle le freinait. Avant. Oh mon Dieu. Elle était enceinte quand il l'avait quittée. Quand il lui avait dit que leur mariage était terminé. Quand il était parti en pensant se libérer. Elle portait ses enfants. Sont-ils de moi, demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. La chronologie. Le groupe sanguin. Tout. Monsieur, je ne peux pas répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une femme est en train de mourir, que 2 nourrissons sont à peine stables, et que vous êtes la seule personne listée qui pourrait être en mesure d'aider. Pouvez-vous venir à l'hôpital? Derrière lui, son ami apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. Ethan, tout va bien? Ethan leva une main. Attends. Pas maintenant. Donnez-moi l'adresse. Elena la lui donna. City Général. Entrée des urgences. Je pars maintenant, dit-il. Il raccrocha et se tourna vers son ami, ses mains cherchant déjà son manteau. Je dois y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Je ne peux pas t'expliquer. Je dois y aller. Ethan le dépassa pour retourner dans le restaurant. Le bruit et la chaleur le frappèrent comme un mur. Il attrapa son manteau sur la chaise où il était assis quelques instants plus tôt, quand son plus grand souci était quelque chose dont il ne se souvenait même plus maintenant. Son ami le suivit, sa voix montant en confusion et en inquiétude. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mon ex-femme, dit Ethan, ses mains tremblant alors qu'il enfilait son manteau. Le tissu semblait lourd. Tout semblait lourd. Elle est à l'hôpital. Elle a eu. Il ne put finir. Ne put le rendre réel. Je dois y aller. Je viens avec toi. Non. La voix d'Ethan fut tranchante. Puis plus douce, réalisant qu'il passait sa panique sur quelqu'un qui essayait juste d'aider. Non, merci. Je dois faire ça seul. Il laissa de l'argent sur la table. Trop. Il s'en fichait. Ne compta pas. Et il sortit du restaurant dans la nuit. La ville était vivante autour de lui. Voitures, gens, lumière. La vie normale qui continuait, alors que la sienne venait d'exploser en fragments qu'il ne pouvait même pas commencer à rassembler. Il resta sur le trottoir, essayant de se souvenir où il s'était garé. Son esprit était vide. Plein de parasites. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Des garçons jumeaux. Ses jumeaux. Elle était enceinte quand il l'avait quittée. Enceinte quand il lui avait dit qu'elle le freinait. Enceinte quand il avait signé ses papiers et était parti en pensant qu'il faisait ce qu'il fallait. Et elle ne lui avait jamais dit. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? La question lui brûla l'esprit comme de l'acide. Puis la réponse vint, tout aussi brûlante, parce que tu l'as quitté. Parce que tu as été très clair sur le fait que tu n'en voulais plus. Parce que tu lui as brisé le cœur et que tu es parti. Pourquoi t'aurait-elle dit quoi que ce soit? Il trouva enfin sa voiture. La déverrouilla avec des doigts tremblants. Glissa derrière le volant. Le moteur démarra et il s'engagea dans la circulation sans même regarder ses rétroviseurs. Un klaxon retentit quelque part derrière lui. Il s'en fichait. Ne pouvait se soucier de rien d'autre que d'y arriver. L'hôpital était à l'autre bout de la ville. Il irait aussi vite qu'il le pouvait. Le compteur grimpait, 80, 100, 110. Les rues défilaient, floues, les lumières s'étirant comme des étoiles filantes. Il grilla un feu rouge. Puis un autre. Un taxi fit une embardée, le chauffeur hurlant quelque chose qu'Ethan ne pouvait entendre à travers ses vitres fermées. Il continua de conduire. Son téléphone vibra sur le siège passager. Son ami qui appelait. Il l'ignora. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était elle. Seule. Enceinte de ses enfants. Traversant tout ça sans lui. Parce qu'il lui avait dit qu'il devait se concentrer sur lui-même. Sur son avenir. Sur la construction de quelque chose qui comptait. Et c'était elle, la chose qui comptait le plus. La pluie commença alors qu'il s'engageait sur l'autoroute. Juste un crachin au début, puis plus fort. Les gouttes martelant le pare-brise comme si elles essayaient de le briser. Les essuie-glaces battaient un rythme frénétique contre la vitre. Vite. Plus vite. Pas assez vite.
Il pensa à la dernière fois qu'il l'avait vue. Dans ce tribunal. La façon dont sa main avait tremblé en signant les papiers. La façon dont elle avait essayé si fort de garder contenance. La façon dont elle l'avait regardé une dernière fois avant de partir. Elle était enceinte. Portait ses enfants. Et il l'avait laissé partir. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Sa mâchoire lui faisait mal à force d'être serrée. Qu'est-ce que j'ai fait? La culpabilité était écrasante. Physique. Comme un poids sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Comme si quelqu'un était assis sur ses poumons et refusait de bouger. La circulation était dense malgré l'heure tardive. Des feux arrière rouges s'étirant devant lui en une ligne infinie d'obstacles. Ethan frappa la paume de sa main contre le volant, frustré. Chercha une ouverture. En trouva une. Travers deux voies sans clignotant. Plus de klaxons. Plus de colère. Il les ignora tous. Son esprit continuait de rejouer des scénarios. Elle découvrant qu'elle était enceinte après son départ. Elle décidant de ne pas le lui dire. Elle les portant seule. Allant au rendez-vous seule. Les sentant bouger seule. Faisant une hémorragie seule. Tout ça parce qu'il avait décidé qu'elle le freinait. La sortie arriva vite. Il la prit trop brusquement, les pneus crissant sur le bitume mouillé. La voiture dérapa légèrement. Il corrigea sans réfléchir, la mémoire musculaire prenant le dessus alors que son esprit conscient était trop dispersé pour se concentrer. Les lumières de la ville se reflétaient sur le trottoir mouillé. Tout semblait déformé, irréel. Comme s'il conduisait à travers un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Son téléphone vibra à nouveau. Il y jeta un œil. Un autre appel de son ami. Puis un texto. Quoi qu'il se passe, je suis là si tu as besoin de moi. Ethan ne répondit pas. Ne pouvait pas répondre. Il n'y avait pas de mots pour ce qui se passait. Pas moyen d'expliquer qu'il avait abandonné sa femme enceinte. Qu'il lui avait dit qu'elle le freinait alors qu'elle portait ses enfants. Qu'il l'avait peut-être tué par son égoïsme. L'hôpital se dressa devant lui. Un bâtiment massif avec trop de fenêtres et des gyrophares clignotant à l'entrée comme une balise. Comme un avertissement. Comme une promesse. Il se gara en travers de 2 places dans la zone des urgences. S'en fichait. Ne pensait pas au stationnement, aux places ou aux règles. Il était hors de la voiture avant même que le moteur ne soit complètement arrêté, courant sous la pluie, ses chaussures éclaboussant dans les flaques. Les portes automatiques s'ouvrirent trop lentement. Il se glissa de côté, ses épaules raclant contre le cadre. À l'intérieur, les urgences étaient un chaos contrôlé. Des gens attendant sur des chaises en plastique. Des infirmières se déplaçant avec détermination. Des machines bipant. Un enfant pleurant quelque part. Quelqu'un se disputant avec la réceptionniste à propos des temps d'attente, de l'assurance et de choses qui semblaient incroyablement futiles à cet instant. Ethan se dirigea directement vers le bureau, la poitrine haletante à cause de la course. Je suis Ethan Carter. J'ai reçu un appel. Ma femme. Ex-femme. Elle est ici. Elle a besoin de sang. L'infirmière leva les yeux de son ordinateur. Son expression passa de la routine à l'alerte. L'étudia un instant, observant ses vêtements trempés de pluie et ses yeux hagards. Puis elle hocha la tête. C'est vous le donneur. Oui. AB négatif. Où dois-je aller? Suivez-moi. Elle contourna le bureau et le conduisit à travers des portes battantes dans un couloir qui sentait l'antiseptique, la peur et l'espoir désespérés. Ils marchèrent rapidement. Passant devant des chambres aux rideaux tirés, cachant des tragédies privées. Passant devant des médecins conférant à voix basse au sujet de personnes qu'Ethan ne rencontrerait jamais. Passant devant tout ça. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. Sa chemise était trempée de pluie et de sueur. Ses mains tremblaient toujours. Il les fourra dans ses poches pour le cacher. Est-ce qu'elle, commença-t-il. Est-ce qu'elle va s'en sortir? L'infirmière ne répondit pas immédiatement. Continua juste de marcher, ses chaussures grinçant sur le sol poli. Finalement, les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Ce n'était pas une réponse. C'était une dérobade. Une non-réponse que les professionnels de la santé donnent lorsque la vraie réponse est trop terrible à dire à voix haute. Ce qui signifiait que les choses allaient mal.
Vraiment mal. Ce qui signifiait qu'il l'avait peut-être tué en partant. Ils s'arrêtèrent devant une chambre. À travers la vitre, ils pouvaient voir du mouvement. Du personnel médical en blouse. Des machines aux lumières clignotantes. Une table avec quelqu'un allongé dessus, entouré de tubes et de fils. Et la machinerie désespérée de la médecine moderne. Elle. Son souffle se coupa dans sa poitrine. « Attendez ici », dit l'infirmière. « Quelqu'un va venir vous chercher. » Elle disparut à travers la porte. Ethan resta seul dans le couloir, fixant à travers la vitre une scène qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Il pouvait à peine la voir. Juste un aperçu. Son visage pâle contre les draps blancs. Son corps immobile. Si immobile. Entouré de gens essayant de lui sauver la vie pendant qu'il se tenait à l'extérieur, comme un étranger. Parce qu'il était un étranger. Il s'en était fait un quand il était parti. La porte s'ouvrit. Helena. Elle avait l'air épuisée, inquiète, mais concentrée. Déterminée. « Monsieur Carter ? » ?»« Oui. »« Merci d'être venu. Nous devons faire vite. Venez avec moi. » Elle le conduisit dans une petite pièce au bout du couloir. Efficace, stérile. Un fauteuil de don au centre. Équipement prêt et en attente. Comme s'il s'était préparé pour lui. Comme si son arrivée avait été la pièce manquante qu'ils attendaient. « Asseyez-vous, dit-elle. » Il s'assit. Elle remonta sa manche. Trouva une veine avec une efficacité professionnelle. Il sentit à peine la piqûre de l'aiguille à travers la culpabilité qui coulait dans ses veines. « Ça va prendre quelques minutes, dit-elle en ajustant le tube. Essayez de vous détendre. » Se détendre. Le mot était absurde. Il faillit rire. Se détendre. Pendant que la femme qu'il avait abandonnée mourait au bout du couloir. Pendant que ses fils, luttaient pour leur première respiration dans une autre pièce. Pendant que son monde entier se restructurait en une forme qu'il ne reconnaissait pas, les bébés, dit-il. Est-ce qu'il... Il respire, dit Helena, la voix douce. Faiblement, mais il respire. La vraie préoccupation, c'est votre ex-femme. Elle a perdu trop de sang. Ethan hocha la tête. Ne pouvait pas parler. La culpabilité l'étouffait. Il regarda son sang couler à travers le tube. Rouge et vivant. Inarrêtable. Un morceau de lui voyageant vers elle. Vers eux. Le connectant à des personnes qu'il avait pensé pouvoir laisser derrière lui. Les bébés, dit-il. Est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'unité de néonatologie, au bout du couloir. Mais Monsieur Carter. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Peut-être, allez-y doucement. C'est beaucoup à encaisser. Vous venez de découvrir que vous êtes père de jumeaux et leur mère se bat pour sa vie. C'est lourd. Elle prit la poche de sang et partit. La porte se referma avec un léger déclic. Ethan resta assis sur le fauteuil de don. Son bras brûlant là où l'aiguille avait été. Sa tête tournant à cause de la perte de sang, du choc. Et de l'impossibilité pure et simple de tout ce qui se passait. Des garçons jumeaux. Ses fils. Des enfants dont il ignorait l'existence jusqu'à ce soir. Et elle. La femme qu'il avait aimée. La femme qu'il avait quittée. La femme qui mourait dans une chambre au bout du couloir parce qu'elle avait tout donné pour mettre ses enfants au monde. Des enfants qu'elle avait portés seule parce qu'il lui avait dit qu'elle le freinait. Chapitre 8. Parfois, la rédemption ne se gagne pas. Elle se saigne. La salle de don était silencieuse, à l'exception du doux bip de la machine et du son du sang d'Ethan remplissant la poche de collecte. Helena travaillait efficacement, vérifiant ses signes vitaux, ajustant la ligne, s'assurant que tout coulait correctement. Ses mouvements étaient rodés, automatiques, le résultat de l'avoir fait des centaines de fois auparavant. Ethan fixait le plafond. Carreau blanc. Lumière fluorescente. Anonyme. Le genre de plafond qui existait dans les hôpitaux du monde entier. Le genre que vous fixez quand votre monde s'écroule et que vous avez besoin de quelque chose de neutre sur quoi vous concentrer. Vous vous débrouillez très bien, dit doucement Helena. Vraiment? Sa voix sonnait creux, brisée. Parce que je viens de découvrir que j'ai abandonné ma femme enceinte. Que je l'ai laissée traverser tout ça seule. Qu'elle est en train de mourir parce que je n'étais pas là.
Elena ne répondit pas immédiatement. Elle avait entendu suffisamment de confessions dans les salles d'urgence pour savoir quand le silence valait mieux que les platitudes. Parfois, les gens avaient juste besoin de dire les choses à voix haute sans que quelqu'un essaie de les réparer. Elle ne me l'a jamais dit, continua Ethan, la voix craquant. Et je ne lui en veux pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Je lui ai dit que je devais passer à autre chose. Que je ne pouvais pas construire mon avenir avec elle. Je lui ai donné l'impression qu'elle était le problème. Qu'elle me freinait. Et pendant tout ce temps, elle portait mes enfants. Allant au rendez-vous seule. Les sentant bouger seuls. Mourant presque seul. Il rit amèrement. Je ne me débrouille pas bien. Je suis un monstre. La machine bipa. La poche était pleine. Rouge et lourde. Le sang d'Ethan. Sa bouée de sauvetage. La manifestation physique d'une connexion qu'il avait tenté de rompre. Elena retira l'aiguille avec précaution. Pressa une compresse sur son bras. La fixa avec un ruban adhésif avec une précision douce. Gardez la pression dessus. Ne bougez pas trop vite. Vous pourriez vous sentir étourdi. Puis-je la voir? Pas encore. Laissez-nous commencer cette transfusion. Ensuite, nous verrons où nous en sommes. Et les bébés? Ils sont à l'unité de néonatologie, au bout du couloir. Mais Monsieur Carter. Elle fit une pause, son expression s'adoucissant. Ce que vous avez fait en la quittant, c'est entre vous et elle. Ce que vous faites maintenant, être ici, donner votre sang, lui sauver la vie. Ça compte aussi. Ne sous-estimez pas ça. Elle prit la poche de sang et partit. La porte se referma avec un léger déclic. Ethan resta assis sur le fauteuil de don. Son bras brûlant là où l'aiguille avait été. Sa tête tournant à cause de la perte de sang, du choc, et de la culpabilité. Si lourde qu'il pouvait à peine respirer dessous. Des garçons jumeaux. Ses fils. Des enfants dont il ignorait l'existence. Des enfants qu'elle avait portés seuls parce qu'il lui avait fait sentir qu'elle n'était pas désirée. La porte s'ouvrit. Le docteur Nia entra. Elle avait l'air fatiguée. Sa blouse était tachée de sang. Son sang? Le sien à elle? Celui des bébés? Son visage était tiré. Mais elle était debout. Ça devait vouloir dire quelque chose. Monsieur Carter. Il se leva trop vite. La pièce tangua. Il se stabilisa sur le fauteuil, sa main agrippant la coudoir. Est-ce qu'elle? Elle est vivante. La transfusion fonctionne. Sa tension artérielle se stabilise. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, mais elle se bat. Le docteur Nia l'étudia de ses yeux perçants et évaluateurs. Vous lui avez sauvé la vie. Les jambes d'Ethan se dérobèrent. Il se rassit lourdement, comme si on avait coupé ses ficelles. Et les bébés? Ils sont stables. Ils sont nés prématurément. Ils auront besoin de temps en soins intensifs néonatales. Surveillance, soutien. Mais ils respirent par eux-mêmes. Ils sont forts. Comme leur mère. Puis-je? Sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge. Essaya à nouveau. Puis-je les voir? Oui. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre d'abord. Le docteur Nia attira l'autre chaise et s'assit, lui faisant face directement. Votre ex-femme est arrivée ici seule. Pas de famille. Pas de soutien. Personne de listé dans son dossier à part vous. Et c'était une vieille information datant d'avant le divorce. Elle a fait ça entièrement seule. Porteur des jumeaux. Travailler. Survivre. Tout ça, seul. Je ne savais pas, dit doucement Ethan. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. J'en suis sûr. Mais c'est vous qui êtes parti. C'est vous qui avez demandé le divorce. Et c'est elle qui a payé le prix de cette décision. Ces garçons, là-dedans, ce sont les vôtres. Biologiquement. L'ADN est clair d'après le typage sanguin. Ce que vous faites de cette information, c'est votre choix. Mais ils sont là. Ils sont réels. Et ils ont besoin de quelqu'un. Le docteur Nia se leva. Pensez-y avant de les voir. Parce qu'une fois que vous aurez franchi cette porte, une fois que vous aurez vu leur visage, vous ne pourrez plus l'ignorer.
Vous ne pourrez plus repartir. Pas sans savoir exactement ce que vous abandonnez cette fois. Elle partit. Ethan resta seul dans la salle de don. Le poids de ses mots s'abattant sur lui comme une force physique. Ce sont les vôtres. Il se leva lentement. Se dirigea vers la porte. Sortit dans le couloir. Une infirmière, pas Elena, quelqu'un de plus jeune avec des yeux bienveillants, le vit et lui indiqua. La néona, c'est par là. La porte sur la droite. Ethan suivit les instructions. Ses pieds semblaient déconnectés de son corps. Comme s'il flottait. Comme si rien de tout cela n'était réel. Et qu'à tout moment, il allait se réveiller dans son appartement et réaliser que tout cela n'était qu'un rêve. Mais les lumières fluorescentes étaient trop vives pour être un rêve. L'odeur d'antiseptique trop piquante. La peur dans sa poitrine trop réelle. L'unité de néonatologie était derrière des parois de verre. À l'intérieur, des rangées de couveuses abritées de minuscules humains à divers stades de survie. Des bébés plus petits qu'il n'aurait cru possible. Des bébés luttant pour chaque respiration. Il trouva le poste des infirmières. Je suis. Il ne savait pas comment le dire. Je suis là pour les bébés Carter. L'infirmière sourit. Un vrai sourire. Les jumeaux. Venez avec moi. Par ici. Elle le conduisit à deux couveuses, côte à côte. À l'intérieur de chacune, incroyablement petit, reposait un bébé. Des tubes et des fils les reliaient à des machines. Des moniteurs bipayant des rythmes réguliers. Mais sous tout l'équipement médical, sous toute la machinerie qui les maintenait en vie, Ethan pouvait les voir. Ses fils. Ils étaient minuscules. Fragiles. Leur peau fine et rouge, presque translucide. Leurs yeux fermés. Leurs doigts si petits. Mais ils étaient parfaits. Absolument parfaits. Celui-ci est bébé A, dit l'infirmière en montrant la couveuse de gauche. Et voici bébé B. Ils n'ont pas encore été nommés. Savez-vous si la maman avait choisi des noms? Ethan secoua la tête. Il ne pouvait pas parler. Ne pouvait pas respirer. Puis-je les toucher? Par les hublots, oui. Comme ça. Elle lui montra comment. Il tendit la main à travers l'ouverture de la couveuse. Sa main semblait énorme à côté de bébé à écrasante. Il toucha la petite main avec un doigt. À peine un murmure de contact. Les doigts du bébé se déroulèrent. S'enroulèrent autour de son index. S'agrippèrent avec une force surprenante. La gorge d'Ethan se noua. Les larmes qu'il ne savait pas retenir débordèrent, chaudes et irrépressibles. « Salut » murmura-t-il. « Salut, toi. Je suis. » Il ne pouvait pas le dire. Ne pouvait pas encore le revendiquer. « Je suis ton père. Et je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Je suis tellement désolé que ta mère ait dû faire ça toute seule. » Le bébé tenait son doigt. Petit. Confiant. Vivant grâce au sang qu'Ethan venait de donner. Connecté d'une manière qui allait plus profondément qu'il ne pouvait le comprendre. Ethan passa à la seconde couveuse. Bébé B. Il tendit la main à travers le hublot. Toucha la petite main. Celui-ci attrapa aussi son doigt. S'agrippa avec cette même force surprenante pour quelque chose de si fragile, de si nouveau au monde. Vous êtes des battants, dit doucement Ethan, les larmes coulant sur son visage. Tous les deux. Tout comme votre mère. La mère que j'ai abandonnée. La mère qui a failli mourir en vous mettant au monde parce que je n'étais pas là pour l'aider. Il resta là, les deux mains tenant ses fils. Et il se laissa ressentir tout le poids de ce qu'il avait fait. De ce qu'il avait perdu. De ce qu'il avait failli détruire. Je ne sais pas si elle me pardonnera, leur murmura-t-il. Je ne sais pas si elle voudra même me voir. Mais je vous le promets. Je vous le promets à tous les deux. Je ne repartirai plus. Je suis là maintenant, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner de vous avoir abandonné. Monsieur Carter? Elena apparut à côté de lui. Votre ex-femme est réveillée. Ethan regarda les bébés une dernière fois. Mémorisa leur visage. Leurs petites mains. La façon dont ils semblaient paisibles malgré tous les tubes et les fils. Puis il retira doucement ses doigts de leur étreinte. Emmenez-moi à elle. Ils marchèrent dans les couloirs en silence.
Le cœur d'Ethan battait trop vite. Que allait-il dire? Comment pouvait-il expliquer? Comment pouvait-il s'excuser pour quelque chose d'aussi énorme? Elena s'arrêta devant une porte. Elle est faible. Soyez doux. Ethan, j'aime Carter. Elle ne sait pas que vous êtes là. Elle ne sait pas que vous avez donné votre sang. Elle pense qu'elle a survécu grâce au médecin. Quoi que vous lui disiez, faites en sorte que ça compte. Elle ouvrit la porte. La pièce était sombre. Les machines bipayant doucement. Et dans le lit, pâle et respirant, se trouvait la femme qui l'avait quittée. Elle dormait. Son visage tourné vers la fenêtre. La pluie striait la vitre à l'extérieur. La même pluie qu'il avait traversée pour arriver ici. La ville continuait, indifférente au miracle. Ethan s'approcha. Lentement. Comme on approche quelque chose de sacré. Quelque chose qui pourrait disparaître s'il bougeait trop vite. Il pouvait voir la perfusion dans son bras. Les moniteurs suivant ses signes vitaux. La preuve qu'elle était passée si près de quitter ce monde. De prendre leur fils avec elle. Il voulait parler. Dire son nom. Dire quelque chose. Mais sa voix ne fonctionnait pas. Les mots restaient coincés dans sa gorge comme des pierres. Alors il resta juste là. La regardant respirer. Regardant le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine. La regardant vivre. Son sang dans ses veines. La gardant ici. La gardant avec leur fils. Les connectant d'une manière que des papiers de divorce ne pouvaient rompre. Une infirmière apporta une chaise. Ethan s'assit. Il n'avait pas prévu de rester longtemps. Juste jusqu'à ce qu'elle se réveille. Juste jusqu'à ce qu'il puisse voir ses yeux s'ouvrir et savoir qu'elle allait vraiment bien. Mais l'épuisement le frappa comme une vague. Le don de sang. La conduite sous la pluie. Le choc de tout ça. Le poids écrasant de la culpabilité. Tout s'abattit sur lui en même temps. Sa tête tomba. Ses yeux se fermèrent. Et il s'endormit sans le vouloir. Sa main reposant sur le bord de son lit. Cherchant à atteindre quelque chose qu'il avait jeté. Quelque chose dont il pensait ne pas vouloir. Quelque chose qui s'avérait être tout. Chapitre 9. La veillée. Certains silences contiennent plus que les mots ne le pourront jamais. Ethan se réveilla au son des machines bipant et de quelqu'un bougeant dans le couloir. Son cou lui faisait mal à cause de l'angle dans lequel il avait dormi. La chaise était inconfortable, conçue pour de courtes visites, pas pour des veillées nocturnes. Son bras lui lançait là où l'aiguille avait été. Une douleur sourde et persistante qui lui rappelait pourquoi il était là. Il regarda le lit. Elle dormait toujours. Respirait toujours. Toujours là. La lumière grise du matin filtrait à travers la fenêtre, douce et diffuse. La pluie avait cessé. Le monde extérieur semblait lavé, propre. Comme s'il avait reçu une seconde chance. Comme si peut-être, on lui en avait donné une à lui aussi. Bien qu'il ne la mérite pas. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit avec précaution, ne voulant pas la réveiller. 6 appels manqués de son ami. Une douzaine de textos demandant où il était, si tout allait bien, si les choses étaient toujours sur les rails. Il ne les lut pas. Il mit simplement le téléphone en silencieux et le rangea. Rien de tout cela n'avait d'importance pour le moment. Les plans. Les ambitions. Le monde qui avait consommé tant de son attention pendant que sa femme portait ses enfants seuls. Tout cela semblait distant. Dénué de sens. Comme si cela appartenait à une personne différente vivant une vie différente. Une personne qu'il ne voulait plus être. Une infirmière entra. Différente de l'équipe de nuit. Plus jeune, avec des yeux fatigués qui suggéraient qu'elle avait doublé ses gardes. Elle eut l'air surprise de le voir toujours là. Oh. Vous êtes encore là. Est-ce un problème? Non. C'est juste que la plupart des gens ne restent pas. Surtout les ex-maris. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix. Juste une observation. Ethan tressaillit quand même au mot. Ex-mari. Le titre pour lequel il s'était battu. La liberté qu'il avait exigée. L'erreur qu'il avait commise. L'infirmière vérifia les moniteurs, prit des notes sur une tablette, ses doigts bougeant avec une efficacité professionnelle. Elle va beaucoup mieux. Les signes vitaux sont stables. Elle va probablement bientôt se réveiller.
Et les bébés? Ils tiennent le coup. Des jumeaux prématurés, c'est toujours une préoccupation. Mais ce sont des battants. Les médecins sont prudemment optimistes. Elle lui jeta un coup d'œil, son expression s'adoucissant. Vous devriez aller les voir. Ils sont magnifiques. De parfaits petits battants. L'infirmière partit. Ethan resta assis dans le silence, la regardant dormir. Il essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il avait vu son visage aussi paisible. Avant qu'il ne lui dise qu'il voulait partir. Avant qu'il ne lui brise le cœur. Avant qu'il ne s'éloigne, pensant qu'il faisait ce qu'il fallait. Il ne s'en souvenait pas. Cette réalisation lui fit plus mal que l'aiguille. Il étudia son visage dans la pénombre. La façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses joues. La façon dont sa bouche était légèrement ouverte tandis qu'elle respirait. La façon dont elle avait l'air vulnérable et forte à la fois. La façon dont elle avait toujours l'air quand elle dormait. À l'époque où il partageait un lit et où il se réveillait le premier juste pour la regarder. À l'époque où il avait tout et ne le savait pas. Elle avait porté leurs enfants seuls. Avait fait face au rendez-vous chez le médecin, aux peurs, et à la lente transformation de son corps sans personne avec qui la partager. Avait pris des décisions sur leur avenir sans son avis. Parce qu'il avait été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas faire partie de son avenir. La pensée lui serra la poitrine. Lui donna envie de la réveiller et de s'excuser pour tout. Pour chaque instant où elle avait été seule. Pour chaque larme qu'elle avait versée. Pour chaque fois où elle s'était demandé si elle y arriverait seule. Mais il savait pourquoi elle ne le lui avait pas dit. Parce qu'il l'avait quittée. Parce qu'il avait été clair que leur mariage était terminé. Parce que le lui dire aurait signifié admettre qu'elle avait encore besoin de lui alors qu'il avait été très clair sur le fait qu'il n'avait pas besoin d'elle. Son téléphone vibra à nouveau. Son ami n'abandonnait pas. Ethan se leva. Sortit dans le couloir pour répondre, gardant sa voix basse pour ne pas déranger les autres patients. Mais où diable es-tu? La voix de son ami était tranchante d'inquiétude et de frustration. Tu as disparu hier soir. J'appelle depuis des heures. Les investisseurs posent des questions. Je suis à l'hôpital. Est-ce que tout va bien? Ethan faillit rire. Rien n'allait bien. Tout avait été brisé et réassemblé en une forme qu'il ne reconnaissait pas. Mon ex-femme a eu des jumeaux cette nuit. Urgence vitale. Ce sont les miens. Silence à l'autre bout. Le genre de silence qui signifiait que son ami traitait une information qui ne cadrait pas avec sa vision du monde. Puis, quoi? Elle était enceinte quand j'ai demandé le divorce. Quand je l'ai quittée. Elle ne me l'a jamais dit. Elle a failli mourir cette nuit. Ils ont tous failli mourir. J'ai donné du sang. Il s'arrêta, réalisant qu'il divaguait. Je ne pars pas. Pas encore. Plus jamais. Ethan, je ne sais. Mon Dieu. Est-ce que tu vas bien? Non. Je ne vais pas bien. J'ai besoin de prendre du temps. Tout ce sur quoi nous avons travaillé. Ça doit attendre. Attendre? Ethan, on construit ça depuis des mois. Tout est aligné. Les investisseurs s'attendent. Je sais ce qu'ils attendent. Mais j'ai des fils. Des fils jumeaux dont j'ignorais l'existence parce que j'ai quitté leur mère. Sa voix était plus dure qu'il ne l'intentionnait. Je n'étais pas là pour elle. Pour eux. Je lui ai dit qu'elle me freinait alors qu'elle portait mes enfants. Je ne referai pas cette erreur. Je ne choisirai plus jamais rien avant eux. Son ami resta silencieux un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était différente. Plus douce. Moins axée sur les chiffres et plus sur l'amitié qu'ils avaient eue avant que l'argent et l'ambition ne compliquent tout. D'accord. Je comprends. La famille d'abord. On trouvera une solution. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais Ethan. Quand tu seras prêt à parler de ce qui s'est passé. De tout ça. Je suis là. Pas en tant que partenaire commercial. En tant qu'ami. Merci. Et Ethan. Pour ce que ça vaut. Le fait que tu sois là maintenant. Ça compte. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer la suite. Ethan raccrocha et resta dans le couloir, regardant à travers la vitre la chambre où elle dormait. Où la mère de ses enfants se remettait d'avoir failli mourir.
d'avoir tout donné pour mettre de vie au monde. Pendant qu'il célébrait sa liberté quelque part à travers la ville. Il éteignit complètement son téléphone. Le glissa dans sa poche. Retourna dans la chambre. Elle dormait toujours. Il retourna à sa chaise. À sa veillée. À cette observation et cette attente qui semblaient plus importantes que tout ce qu'il avait jamais fait. 1 heure passa. Peut-être plus. Le temps avait cessé de signifier grand-chose. Des médecins entrèrent. Vérifièrent ses progrès. Repartirent satisfaits. Les infirmières firent leur rotation. L'équipe du matin devint l'équipe de l'après-midi. Le monde continuait, indifférent aux drames individuels. Ethan ne bougea pas. Il la regardait respirer. Comptait le soulèvement et l'abaissement régulier de sa poitrine. Y trouvait un rythme qui était étrangement apaisant. Elle était vivante. C'était tout ce qui comptait pour le moment. Elle était vivante et respirait. Et leur fils était vivant et respirait. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ils avaient tous survécu à la nuit. Malgré lui. Pas grâce à lui. Plus tard, Elena apparut avec un café et un sandwich. Vous devez manger. Je vais bien. Vous avez donné du sang cette nuit. Vous devez le remplacer. Mangez. Elle posa la nourriture sur la table à côté de lui. Son expression sévère mais bienveillante. Elle partit. Ethan regarda le sandwich sans intérêt. Cafétéria d'hôpital. Nourriture emballée dans du plastique. Mais elle avait raison. Il avait besoin de force. Si elle se réveillait. Si elle le laissait expliquer. Si elle lui donnait ne serait-ce que 5 minutes pour s'excuser pour tout. Il devait être assez fort pour cette conversation. Il se força à manger. Ne goûtant rien. Faisant juste les gestes. Le café aida. Chaud, amer et réel. Il l'ancra. Lui rappela. Ce n'était pas un rêve ou un cauchemar. C'était en train d'arriver. Il était assis dans une chambre d'hôpital à regarder la femme qu'il avait abandonnée se remettre, pendant que leur fils luttait pour leur vie au bout du couloir. Son esprit revenait sans cesse aux mêmes questions. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu se convaincre que partir était le bon choix? Comment avait-il pu regarder la femme qu'il aimait et décider qu'elle ne valait pas la peine qu'il se batte? Les réponses ne venaient pas. Ou peut-être qu'elles venaient, mais il ne voulait pas y faire face. Qu'il avait été égoïste. Qu'il avait écouté les mauvaises personnes. Qu'il avait valorisé l'ambition plus que l'amour. Qu'il avait été un lâche. À travers la vitre, il pouvait voir dans le couloir. Des médecins conférant au-dessus de dossiers. Des infirmières riant de quelque chose. Trouvant de la joie même dans un lieu de souffrance. La vie continuait. Indifférente aux tragédies individuelles et aux miracles. Au bout du couloir, ses fils étaient dans leur couveuse. Bébé A et BBB. Des étiquettes cliniques pour des enfants qui méritaient de vrais noms. Des noms que leur mère avait probablement choisis. Des noms qu'il n'avait aucun droit de connaître, mais qu'il désirait désespérément. Il pensa à retourner les voir. À toucher à nouveau leurs petites mains. À sentir cette étreinte qui semblait dire « Nous sommes là. Nous avons réussi. Ne nous quitte plus. » Mais il ne pouvait pas la quitter elle. Pas avant qu'elle ne se réveille et qu'il puisse voir dans ses yeux s'il y avait la moindre chance de pardon. Si elle le laisserait même faire partie de leur vie. Si elle le devait. L'après-midi avançait. La lumière à travers la fenêtre passa du gris au doré alors que le soleil tentait de percer les nuages qui avaient déversé la pluie sur la ville toute la nuit. Ethan regardait tout cela depuis sa chaise. Un gardien silencieux veillant sur quelqu'un qui avait parfaitement le droit de lui dire de partir. Mais il restait quand même. Parce que partir était ce qui avait causé tout ça. Et il n'allait pas refaire cette erreur. Plus tard, un médecin entra. Pas le docteur Nia. Quelqu'un de plus jeune, avec des yeux bienveillants et des manières douces. Il vérifia ses signes vitaux avec satisfaction, hochant la tête pour lui-même en examinant les chiffres. Elle se porte remarquablement bien, dit-il en regardant Ethan. La transfusion a parfaitement fonctionné. Son corps réagit. Elle devrait bientôt se réveiller. Et ensuite? Ensuite, nous la surveillons. Nous nous assurons qu'il n'y a pas de complications. Elle aura besoin de repos. De soutien.
La route à venir ne sera pas facile. Des jumeaux. Se remettre d'un traumatisme. Le traitement émotionnel. Elle aura besoin d'aide. Beaucoup d'aide. Je veux aider, dit Ethan. Si elle me laisse faire. Le médecin l'étudia. C'est entre vous et elle. Mais je dirais ceci, se présenter compte. Être ici compte. Ce que vous avez fait avant est dans le passé. Ce que vous faites ensuite est ce qui compte. Le médecin partit. Ethan resta assis avec ces mots. Ce que vous faites ensuite est ce qui compte. La porte s'ouvrit à nouveau. Le docteur nia cette fois. Elle avait l'air moins épuisée que pendant la garde de nuit. Comme si quelques heures de repos l'avaient restaurée. Monsieur Carter. Toujours là. Où d'autre serais-je? Elle l'étudia de ses yeux perçants qui semblaient tout voir. La plupart des ex-maris qui ont demandé le divorce ne campent pas comme ça. Surtout ceux qui ont refait leur vie. Je n'ai pas refait ma vie. J'ai fait une erreur. La plus grosse erreur de ma vie. Je commence à le voir. Elle vérifia les moniteurs. Prit des notes sur sa tablette. Elle va bientôt se réveiller. Quand elle le fera, elle aura des questions sur ce qui s'est passé. Sur comment elle a survécu. Sur les bébés. Sur pourquoi vous êtes là. Je répondrai à ce que je peux. Je lui dirai la vérité. Que j'avais tort. Que je suis désolé. Que je veux être là pour eux si elle me laisse faire. Lui direz-vous que c'est grâce à vous qu'elle est en vie? Ethan réfléchit. Je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose que les médecins devraient lui dire. Je ne veux pas qu'elle se sente obligée de me pardonner juste parce que j'ai donné du sang. Je veux qu'elle me pardonne, si elle le fait, parce que je l'aurais mérité. Pas parce qu'elle se sent redevable. Le docteur Nia hocha la tête, approbatrice. Vous êtes peut-être plus intelligent que vous n'en avez l'air, monsieur Carter. Soyez juste doux. Elle a vécu un traumatisme. Physique et émotionnel. Elle a porté vos enfants seuls parce que vous l'avez quitté. Ça va prendre du temps à guérir. Si ça guérit un jour. Je sais. Je comprends. Elle partit. Ethan se rassit sur sa chaise, sentant le poids de ce qui s'en venait. La conversation qu'il devrait avoir. Les questions qui nécessitaient des réponses. L'excuse qui ne serait jamais suffisante. L'après-midi s'estompa vers le soir. La lumière dorée filtrait à travers les fenêtres, rendant tout plus doux, plus plein d'espoir. Comme si les fins pouvaient peut-être devenir des commencements si vous étiez assez courageux pour essayer. L'hôpital s'installa dans son rythme du soir. Plus calme. Plus lent. L'énergie frénétique de l'équipe de jour cédant la place au calme vigilant de la nuit. Les paupières d'Ethan s'alourdirent à nouveau. Il lutta contre ça. Voulait être réveillé quand elle se réveillerait. Voulait être là pour voir ses yeux s'ouvrir. Être la première chose qu'elle verrait. Ou peut-être la dernière chose qu'elle voudrait voir. Il ne savait pas. Mais l'épuisement l'emporta. Sa tête tomba en avant. Sa respiration ralentit. Le sommeil le prit sans permission. Et dans le lit, d'abord imperceptiblement, ses doigts bougèrent. Ses paupières frémirent. Sa poitrine se souleva d'une respiration plus profonde. Le genre de respiration qui signifiait le retour de la conscience. Qui signifiait le voyage de retour d'où qu'elle ait été. Elle revenait. En néonatologie, bébé a ouvert les yeux pour la première fois. Vraiment ouvert. Puis bébé. Deux petits garçons voyant le monde en pleine conscience. Deux vies commençant pendant que leurs parents dormaient dans des silences séparés. Connectés par le sang et le choix. Et quelque chose qu'aucun ne pouvait encore nommer mais que tous deux pouvaient sentir. L'infirmière de garde le remarqua. Prit des notes. Sourit pour elle-même de la coïncidence du timing. Bienvenue au monde, petit bout, murmura-t-elle en ajustant leur couverture. Votre père est là. Il essaie. Ça doit compter pour quelque chose. Dehors, le soleil plongea sous l'horizon. Le ciel devint violet, orange et bleu profond. Et dans la chambre 847, deux personnes qui avaient été déchirées par son choix dormaient à portée de main. Connectées par le sang, la biologie. Et quelque chose qu'aucun ne pouvait nommer mais qu'il devrait, bientôt. Chapitre 10 Le sang que nous partageons. Parfois,
la fin d'une histoire est le début d'une autre. Et parfois, elles sont identiques. Elle se réveilla au son de la pluie sur la fenêtre. Douce, rythmique. Le son la tira lentement de l'endroit sombre où elle flottait. Sa poitrine lui brûlait. Ses membres semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Elle essaya de se souvenir. L'appartement. La douleur. Le sol. Puis rien. Juste l'obscurité, des voix lointaines, et la chute. Elle ouvrit les yeux. La pièce était sombre. Lumière grise à travers les stores. Matin ou soir, elle ne pouvait pas le dire. Elle tourna la tête. Lentement. Douloureusement. Et elle le vit. Ethan. Affalé sur une chaise à côté de son lit. Vêtements froissés. Cheveux en désordre. Cernes sombres sous les yeux. Et sur son bras, des marques de piqûres fraîches. Son souffle se coupa. Pourquoi était-il là? Pourquoi l'homme qui l'avait quitté était-il assis au chevet de son lit d'hôpital? Ethan. Le mot sortit comme un murmure. Rauque. À peine là. Il remua. Ses yeux s'ouvrirent. Confusion. Puis reconnaissance. Puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement et de la culpabilité, mélangés. « Tu es réveillé, dit-il. » Sa voix était rauque. Brisée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il se redressa lentement. Attrapa de l'eau. Tint la paille à ses lèvres avec des mains tremblantes. Elle but. Méfiante. Mais trop assoiffée pour refuser. « L'hôpital m'a appelé, dit-il. Tu étais toujours listé comme mon contact d'urgence. D'avant. D'avant. Quand ils étaient mariés. Quand il voulait encore d'elle. Pourquoi il? Puis elle se souvint. Les bébés. Est-ce qu'ils? Ils sont vivants. Tous les deux. Ils sont en néonat. Petits, mais ils respirent. Ce sont des battants. Tous les deux. Des garçons jumeaux. Elle pressa sa main contre son ventre. Plat maintenant. Vide. Et la perte la frappa. Puis-je les voir? Bientôt. Tu dois d'abord te reposer. Mais ils vont bien. Je te le promets. Elle le regarda. Le regarda vraiment. L'épuisement. Les marques sur son bras. La façon dont il était assis trop près. Tu as donné ton sang, dit-elle. Il hocha la tête. Il ne trouvait pas de donneur compatible. Tu étais en train de mourir. Pourquoi? La question sortit plus sèchement qu'elle ne l'intentionnait. Pourquoi ferais-tu ça? Tu m'as quitté. Tu as demandé le divorce. Tu m'as dit que je te freinais. Pourquoi viendrais-tu ici? Ethan tressaillit comme si elle l'avait giflé. Parce que tu es la mère de mes enfants. Parce que j'avais tort. Parce que, sa voix se brisa, point parce que je suis désolé. Elle le dévisagea. Tu ne savais pas pour eux. Comment peux-tu être désolé d'avoir abandonné des enfants dont tu ignorais l'existence? Je ne suis pas désolé pour ça. Enfin, si. Mais. Il passa sa main dans ses cheveux, frustré. Je suis désolé de t'avoir quitté. De t'avoir donné l'impression que tu n'étais pas suffisante. D'avoir été si concentré sur moi-même que je me suis convaincu que notre mariage était le problème. Tu n'étais pas le problème. C'était moi. Tu es désolé, répéta-t-elle. Les mots semblaient creux. Tu m'as quitté. Tu m'as brisé le cœur. Tu m'as fait sentir que je ne valais rien. Et maintenant, tu es désolé. Oui. Je sais que désolé ne répare rien. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que j'avais tort. Surtout. M'éloigner de toi a été la plus grosse erreur de ma vie. Des larmes coulèrent sur son visage. Chaudes, de colère et de tristesse mêlées. Sais-tu ce que c'était? De découvrir que j'étais enceinte après que tu sois déjà parti? D'être assise seule dans ce cabinet médical, de voir 2 battements de cœur sur cet écran, en sachant que tu avais choisi de partir? Chaque rendez-vous. Chaque coup de pied. Chaque moment. J'étais terrifié que quelque chose se passe mal. J'étais seul parce que tu avais décidé que je ne valais pas la peine que tu restes. Je sais.
Je suis tellement désolé. Arrête de dire ça. Sa voix se brisa. Désolé ne me rend pas c'est moi. Désolé ne change pas le fait que tu m'as regardé et que tu as décidé que je n'étais pas assez. Que notre vie ensemble n'était pas assez. Ethan se pencha en avant, ses coudes sur ses genoux. Quand il parla, sa voix était épaisse d'émotion. Tu as raison. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée. Mais je suis là maintenant. Et si tu me laisses faire? Si tu me donnes ne serait-ce que la plus petite chance. Je veux être là pour toi et pour eux. Pas parce que j'ai donné du sang. Pas parce que je me sens obligé. Mais parce que je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis juste convaincu que l'amour n'était pas suffisant. Et maintenant? Maintenant je sais que l'amour est la seule chose qui compte. Tout le reste. Tout ce que je pensais être important. Ne signifie rien sans toi. Elle ferma les yeux. Sentit les larmes continuer. Je ne sais pas si je peux te faire à nouveau confiance. Alors ne le fais pas. Pas encore. Laisse-moi juste être là. Laisse-moi prouver que j'ai changé. Laisse-moi rencontrer nos fils et être le père que j'aurais dû être depuis le début. Comment s'appelle-t-il? Demanda-t-elle, changeant de sujet. Ayant besoin de se concentrer sur autre chose. Les as-tu vus? Je les ai vus. Ils sont parfaits. Mais ils n'ont pas de nom. Les infirmières les appellent bébé A et bébé, Caleb, dit-elle. Et Jasper. Ethan hocha la tête. Des noms forts. Des noms de survivants. Ils devaient être des survivants. Ils n'avaient pas le choix. Il lui serra doucement la main. Elle faillit la retirer. Presque. Mais elle était trop fatiguée. Et sa main était chaude. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il prit sa main et la pressa contre sa poitrine. Là où son cœur battait, régulier et fort. Ton sang est en moi, dit-il doucement. Le mien est en toi. Les papiers du divorce disaient que c'était fini. Mais ça dit que nous sommes connectés d'une manière qui va plus profondément que n'importe quel document. Nous partageons le même sang maintenant. Littéralement. Elle ne retira pas sa main. La laissa juste là. Sentant la preuve qu'ils étaient tous les deux encore là. Encore vivants. Encore possible. Je ne te pardonne pas, murmura-t-elle. Pas encore. Peut-être jamais. Ce que tu as fait. Ça a brisé quelque chose en moi. Je sais. Et je passerai chaque jour à essayer de mériter ton pardon. Même si ça prend une éternité. Même si tu ne me le donnes jamais. Je ne repartirai plus. Dehors, la pluie cessa. Les nuages se séparèrent. La première lumière de l'aube perça, dorée et nouvelle. Au bout du couloir, Caleb et Jasper ouvrirent les yeux. Deux petits garçons qui portaient le sang d'un amour qui avait refusé de mourir. Qui grandiraient en sachant que leur père avait fait une terrible erreur, mais qu'il s'était battu pour revenir. Ethan regarda la femme dans le lit. La mère de ses enfants. La gardienne de son cœur. La personne qu'il avait failli perdre à jamais. Et elle le regarda en retour. Avec des yeux qui contenaient des années de douleur. Et autre chose. Quelque chose qui ressemblait à la plus petite lueur d'espoir. Pas de mots. Pas encore. Les mots viendraient plus tard. Les excuses. Les explications. Les décisions sur la suite. Mais pour l'instant, il n'y avait que ça. Deux personnes qui avaient tout perdu, retrouvant leur chemin à travers le sang, le choix, et le refus d'abandonner. Un amour qui avait survécu alors que tout le reste était mort. Même quand il avait lui-même essayé de le tuer.